Bienvenue beaucoup. Bienvenue beaucoup, merci. Bienvenue beaucoup. Il y a trop d'amour d'un coup. Des humains ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires. Bienvenue dans Héros minuscules. Je suis Jonathan Bellegroux. Je suis Camille Cerne. Depuis des années, j'accompagne des gens vers leurs rêves, qu'ils soient athlètes ou non, et j'entends les histoires de personnes incroyables, même lorsqu'elles sont anonymes. Et je suis toujours ému par les gens qui avancent dans la vie, malgré les hauts et les bas. Athlète de haut niveau en squash, ancienne numéro 2 mondiale et diplômée en journalisme, j'ai toujours été sensible à ce que nos rêves et nos convictions peuvent nous amener à réaliser qui que nous soyons. Ensemble, nous avions envie de mettre en lumière les héros du quotidien. Les humains qui transforment leur parcours de vie difficile en force et qui, armés de convictions solides, construites par leur parcours, en font de vraies réalisations pour eux et pour les autres. Pour nous, les histoires peuvent changer des vies et les modèles que l'on a peuvent élargir nos pensées. Alors quoi de mieux que de rencontrer de nombreux héros du quotidien et d'entendre leur histoire pour vous les partager. Parce que le monde dans lequel nous vivons a besoin d'humanité, de jolies histoires et d'inspiration. Ensemble, allons à la rencontre d'humains étonnants pour entendre, partager et s'inspirer d'un bout de leur vie. Dans ce podcast, il s'agit d'humains pour ce qu'ils sont à travers ce qu'ils font. Selon les sujets, ils seront nos hôtes à l'un Ou à l'autre, et parfois ensemble. dans des échanges décomplexés, sans filtre, simples. Embarquez avec nous dans l'aventure Héros minuscules dont vous faites déjà partie. Notre invité du jour, c'est pédaler et faire du vélo, mais pas tout à fait comme vous et moi. Steven parcourt le monde à vélo à travers des traversées du désert, des courses de plusieurs jours. Il est également détenteur de plusieurs records, notamment le Paris-Dakar à vélo en 20 jours. Mais Steven ne roule pas par hasard. Dans cet épisode, au-delà des apparences, vous allez apprendre comment l'amour de l'autre peut aider à avancer dans les retranchements de l'effort. Qu'une quête initiatique ne se définit pas en avance. Que des vies de personnes qu'on ne connaît pas peuvent être transformées par une action individuelle. Vous apprendrez aussi ce qui fait le palmarès des héros minuscules. Alors c'est parti pour une balade vallonnée de rire, de partage d'expériences passionnantes avec Camille et moi dans la roue de Steven Le Yarrick. Bonne balade! Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Steven Le Yarrick. Tu sais, on a tapé, regardé un peu ton nom et tout. Sur Internet, ça nous dit que tu es un aventurier ultracycliste français, défenseur de l'environnement. C'est déjà bien. Hein. C'est déjà bien, ça te plaît? Ouais. Après, c'est drôle ce que tu me dis parce que c'est souvent ce que je dis aux gens quand j'ai des coups durs ou quand les gens sont tristes ou quand les gens ont des doutes dans la vie ou qui se disent mais ça sert à quoi ce que je fais, qu'ils ont déjà fait des choses. Je dis c'est très caricatural mais je dis mais en fait les gens qui te critiquent ou ce qui est dur dans la vie c'est ok mais moi, mon truc dans la vie, ça a été un moment de me dire tape ton putain de nom sur Google et regarde ce qui sort, quoi. Parce que c'est quoi ton palmarès? C'est quoi le palmarès de ces gens qui te critiquent, tu vois? C'est quoi ton palmarès dans la vie? C'est dur de dire ça à quelqu'un, tu vois, parce que ça résume pas tout, surtout avec tout ce que j'ai vécu dans d'autres vies. Mais il y a que ça qui reste au fond. Alors que, évidemment, l'apaisement, le bonheur, etc. Mais ça peut durer des heures, mais aujourd'hui, ça me permet de me dire juste, je suis ok avec moi-même. Voilà, j'ai fait des trucs, après j'en sais rien si c'est bien, pas bien, mais cette définition elle est pas si mal. Justement, des trucs, t'en as fait un paquet parce que si on reprend un petit peu comme ça, en fait on peut pas tout reprendre. D'abord, tu as été semi-pro en vélo. Ouais, faut dire ça parce que sinon j'ai 500 coureurs professionnels qui m'envoient un message ou qui s'envoient des messages entre eux, mais il a jamais été pro ce gars-là, il a jamais fait ci, il a jamais fait ça, enfin bref. Toujours le truc du CV ou du concours de kékette, mais oui, j'étais cycliste élite pendant 10 ans, ouais. Et un jour, et je pense que tu nous parleras de ça, tu sors de cet univers-là, on te retrouve au Népal. Ouais, il y a eu un truc avant, mais oui, en simplifiant, c'est ça. Mais en vérité, j'arrête le vélo,
et en un mois, je m'inscris dans une école de communication, enfin dans 8 écoles de communication, parce que je suis jamais trop excessif dans la vie, mais ouais, je m'inscris, je fais tous les concours que je peux, je suis pris presque partout, sauf certaines écoles où on me disait que j'étais trop vieux à 24 ans, comme dans le vélo d'ailleurs. Et je deviens communicant pour des marques, des personnalités, des athlètes, jusqu'aux Jeux Olympiques à Rio, où je suis directeur, enfin responsable de la communication digitale et équipe de France, de l'équipe de France de triathlon. Et après Rio, enfin ça dure 2-3 ans, et après Rio, je pète un câble et là, je décide d'aller au Népal et de changer de vie, d'apprendre un peu à être heureux, quoi. On va revenir là-dessus parce que je pense que ça pourra vachement intéresser les auditeurs. Tu parlais de palmarès. Tu as un palmarès, si on prend vraiment ce terme-là, qui est incroyable. Enfin, tu traverses l'Himalaya en 51 jours à vélo, avec à peu près 60% de portage, quoi, 70%. Enfin. Ensuite, tu fais le Paris-Dakar à vélo en 20 jours. Et là, tu topes un record. Ouais. Bah Euh, partout presque, hein. Tous les trucs, parce que je me suis rendu compte que bah, j'ai été communicant, j'ai été athlète et je me suis rendu compte que ce qui marchait dans le sport, c'est soit les winners, soit les gens qui font des records. Ou maintenant un peu moins, enfin, mais on aime bien les losers en France, mais c'est quand tu veux être dans la presse ou pour un peu exister, il faut faire un truc qui sort un peu du commun et la seule chose que je savais faire, c'est aller vite sur un vélo. Donc bah, j'ai essayé de faire ça bien. Plutôt pas mal. Ouais, et puis là, nous on a suivi ça. Alors au moment où on enregistre, on est quelques jours après l'UTMB. Puis on sait aussi, on a découvert que tu savais courir. Ouais. Et que tu sais courir pas trop mal, même si je crois que ça a été pas forcément évident voir sur tes réseaux l'état d'un ongle pendant la course. Bon, c'est un détail ça. J'en ai plein, j'en ai 9 autres. donc voilà, bienvenue sur Héros Minuscule. Avec Camille, en tout cas, on est hyper heureux de te recevoir. Nous, ça fait un moment qu'on te suit. Moi, peut-être même un peu plus que ça, parce que à l'époque où je faisais du triathlon et tout, je te suivais déjà. Puis je me rappelle d'un copain que je salue, qui s'appelle Clément et qui écoute, qui m'avait dit putain, faut que tu contactes Steven, ça serait hyper cool. Donc voilà, bienvenue. Nous, on aime bien commencer en proposant une première question qui est tiens, Camille. Quelle est ta météo du jour avec une chanson? Si tu pouvais choisir une chanson pour dire un peu. Oh putain, ça c'est trop dur. Je saurais pas dire une chanson, mais non, aujourd'hui ça va en fait. Mais j'ai un peu ce truc de météo extérieur, intérieur. Ça fait plusieurs jours qu'il pleut un peu à Paris. Et non, j'étais en reconnaissance là, juste avant à Deauville. J'ai fait un peu de vélo, enfin j'ai fait 300 bornes en 2-3 jours là, et juste en revenant de l'UTMB. Non, là ça va, je suis un peu apaisé. Après, j'ai pris les transports en commun, ça m'a fait un peu bizarre. Mais ouais, si je devais résumer à une chanson, une musicalité, depuis 3 jours que je suis à Paris, c'est un peu toutes les musiques d'Amélie Poulain, quoi. Hier, j'ai fait une story où en fait, je voyais le monde défiler sous mes yeux et je voyais tous les gens qui revenaient de vacances, et j'ai eu cette pensée-là quand je suis revenu de l'UTMB, c'est que en fait, Paris ne changera jamais trop. Il y a des trucs extraordinairement beaux, mais les gens sont toujours aussi fous, ça va toujours aussi vite, les bus sont toujours aussi présents, enfin, tout va tellement vite. Et j'ai passé 2 mois en altitude pour préparer l'UTMB. Et là, je voyais les gens et je me disais, mais ils sont habités par le démon, quoi. Les gens, on dirait que dès qu'ils posent un pied dans la capitale, dès qu'il y a marqué 75, les gens deviennent fous. Mais même s'ils vont un voyage, ils retournent au bled, je sais pas, moi, au Sénégal, Congo, machin, ils reviennent, ils sont là, ils deviennent comme nous tous, hein, nous peut-être aussi, complètement teubés, quoi. Et ouais, donc c'est un peu ça. Hier, j'étais un peu dans le truc Amélie Poulain, regarder les gens et à dire, oh putain, ce monde qui tourne autour de moi. Ça fait un peu bizarre. C'est rigolo parce que tu parles effectivement du côté ils sont fous. En même temps, toi, tu fais des. Voilà, nous, quand on t'a contacté, alors c'était rigolo parce qu'on se l'a redit hier. Pour contacter Steven, il faut être sûr déjà qu'il soit sur le bon côté de la frontière. Parce que t'es en altitude et puis alors
il y avait des créneaux où on pouvait te contacter, puis d'autres pas, mais c'était une question de frontière et d'altitude. Ça, c'était quand même Ah la ouais. meilleure réponse par téléphone. C'était assez bizarre parce que vous m'avez appelé une fois et je dis oh putain bordel, je pense que j'étais vraiment à 500 mètres de la frontière quoi. Et ouais, les 2 fois c'était chaud, mais on a réussi à savoir. Mais ouais, j'étais en altitude et c'était assez bouleversant pour moi de me retrouver en montagne, si haut. Enfin, vous m'avez appelé et 2 fois, je pense, j'étais à 3000 mètres. Mais j'ai passé vraiment du temps seul là-haut. Et ouais, après, je pense que je suis une des personnes qui répond le plus vite au monde, même si je suis à 3000. Et, mais j'essaie d'être réactif. Mais ouais, des fois, je regardais mon tel et ah ouais, on a eu un contretemps machin. Et en fait, je dis bon, bah c'est bon, on a les mêmes vies en fait, c'est pas bien grave quoi. Alors, pas les mêmes, on a d'autres Oui, contraintes, ouais. mais ouais. Ouais. Mais ouais. Non, mais c'est bien d'avoir des vies un peu occupées. Et là-bas, j'étais semi-occupé, mais à chaque fois qu'on a essayé de savoir, j'étais un peu occupé bizarrement. Ouais. C'est-à-dire que j'étais en capacité, comme quand j'étais athlète, de ne rien faire, enfin, de ne pseudo-rien faire, de 8h du matin jusqu'à 17h et m'entraîner à 18h pour 2 heures. Quoi. Aucun intérêt, mais je sais pas, je trouvais ça sympa, coucher du soleil. Je me disais, pas de son, j'ai que ça à foutre. Moi. Voilà. Et si on reprend un peu ton parcours, parce que là, toi, tu es connu sur les réseaux pour des courses et des aventures, notamment une qui a commencé en 2021, 666, Ouais. où tu as posé le défi de traverser 6 déserts qui vont prendre chaque fois un mois. Environ. T'en es à 3. Ouais, j'ai fait 3 déserts chauds et là il me reste un désert chaud et 2 déserts froids. Peut-être les 3 plus durs, j'aurais peut-être dû faire dans le sens inverse, mais c'est ce qui coûtait le plus cher aussi. Mais il me reste ouais, Australie où je vais traverser les déserts de Simpson et Gibson. Projet 4000 km je pense, 30 jours si je suis très très fort. Moins si je suis extrêmement fort, mais j'en doute, parce que si j'ai en full été, il va faire entre 45 et 60 degrés. Et ouais, après, il me reste Arctique, Antarctique, quoi. Un peu les 2 plus gros trucs du monde et les 2 plus gros continents de la planète. Mais, là, on prévoit des températures. Là, ouais, moins 30 à moins 70, ouais. Antarctique, ouais, moins 70, ressenti peut-être moins 80, mais après, l'idée, c'est de se préparer pour moins 50, et puis après. En dessous de moins 50, on sent plus rien de toute façon. Non, mais c'est les mêmes repères, c'est les mêmes conneries qu'on peut faire. En gros, tu te pisses sur les mains, t'as plus de main. Voilà, c'est que des trucs basiques, de vie, où tu n'as pas de vie en fait. Voilà, c'est juste, tu as une tente, tu as une sécurité et il faut tout geste et toute connerie que tu peux faire, tu n'as pas le droit de les faire. Toutes les choses que tu pourrais faire dans toute la vie de tous les jours, tu peux pas le faire. Donc tu as une vie simple, voilà. Boire, manger, dormir et voilà. Et survivre tout le temps quoi. Et boire tout le temps chaud et manger ce que tu peux. Voilà. Il faut tirer entre 70 kg et 80 kg de bouffe pour être en autonomie. Donc c'est ça qui est dur quoi. Avec des dépenses énergétiques entre 8 et 12 000 calories par jour. Voilà, mais après, c'est un casse-tête, quoi. Non, mais c'est un casse-tête et c'est ça qui m'intéresse. Ça se trouve, je me louperais, ça se trouve, je réussirais, j'en sais rien, mais j'avais ce rêve idéaliste de montrer qu'on est capable de faire des choses un peu extraordinaires. Et sur mes autres déserts, c'était inhumain par moments. Je pense que le plus dur désert que j'ai fait jusqu'à maintenant, enfin le plus dur projet, c'était Himalaya et ensuite Atacama que j'ai fait il y a quelques mois. Personne ne s'est vraiment rendu compte, mais je pense que j'ai frôlé la mort à plusieurs reprises là-bas, un peu voulu, parce que c'est là que je voulais aller, à ma limite. Et là, j'ai compris que je ne ferais pas ça encore pendant 20 ans et que ça devenait dur de me mettre en danger vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de tout le reste. Ouais. C'est bien, tu nous tends plein de perches, parce que nous, on voulait revenir sur le... En fait, on voulait revenir d'abord sur ce qui t'a poussé à ces exploits-là, tu vois. Ensuite, sur les convictions qui sous-tendent ces projets-là et non seulement ton envie de partage, mais aussi ton envie de dépassement. Et puis, évidemment aussi sur un peu ton regard aussi sur
l'écologie, la planète, tu vois, les messages que toi tu veux passer. Si on reprend par, tu vois, ces exploits, parce que pour certains, effectivement, c'est des exploits. Pour une grande partie, tu vois, des gens, tu vois, tout à l'heure, tu dis, j'ai fait un peu de vélo, j'ai fait 300 km. Pour certains, c'est j'ai fait un peu de vélo, j'ai fait 10 minutes et je suis allé poser les enfants, quoi. Toi, tes débuts dans l'ultracyclisme, là, ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Je pense, non, ça a commencé il y a hyper longtemps en fait. J'ai toujours été un peu con quand j'étais athlète, c'est-à-dire que quand on me donnait 4 heures de vélo à faire, j'en faisais 7 parce que j'avais envie d'aller. Je vivais avec ma copine à Avignon et le Mont Ventoux était à une portée de fusil de 3 heures, 3 heures et demie de vélo. Si t'es fort, tu mets 3 heures, si t'es un peu moins, tu mets 3 heures et demie, 4 heures. Donc si t'es vraiment pas fort, tu mets 8 heures quoi. Ce qui n'arrive jamais dans une course de vélo. Tu vois, chez les pros, même si tu fais le Tour de France ou le Giro ou le Tour d'Espagne, si tu fais une journée de 5 heures de vélo, c'est extraordinaire, tu vois. Une journée de 5h30, c'est vraiment un truc, tu vois, même un Milan-San Remo, tu vois, toutes ces courses-là, c'est des courses que j'ai jamais faites, mais c'est des courses de 300 km, les mecs ils font pas 7 heures de vélo. Et moi, j'ai toujours eu envie d'aller derrière cette montagne, derrière ce truc, voilà. Donc des fois, je me mettais des séances de 7h30, 8h comme un gogol, quoi. Et je me suis rendu compte que ça me rendait fort. Donc quand j'ai eu la possibilité de faire ce que j'avais envie de faire, je l'ai fait. Quand je traverse l'Himalaya, c'était que de l'aventure. Tu vois, il n'y avait pas un nombre de kilomètres exceptionnel. Il y avait par contre des journées entre 17 et 20 heures tous les jours, qui étaient extrêmement dures. Ça se voyait pas, mais c'était le projet le plus dur de ma vie, je pense. J'avançais pas, c'était très dur psychologiquement pour un cycliste, tu vois, roule en moyenne entre 25 et 30 km/h, voire 35, c'était très fort. Mais j'ai commencé l'ultra en me disant, je veux aller voir ce qu'il y a derrière cette montagne. Et ça m'a mené à traverser l'Europe. Tu vois, j'ai gagné North Cape 4000 en 10 jours, 10 heures, 27 minutes, en me disant, non mais si les gars ils vont à cette vitesse-là, je peux pas dormir, tu vois. Donc je dormais pas, je dormais 1h30 par jour et je gagne cette course. Paris-Dakar, c'était pareil, je voulais aller à Dakar. Après, tu peux gérer ton truc, mais c'était, il y a quoi à Dakar, tu vois, il y a quoi en traversant tous ces pays. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était la découverte, quoi, la rencontre, vivre des trucs, des émotions et pousser ma limite au début, c'était 300 km par jour, après 350. Ensuite, une fois, je rentre, je sais plus, 660 km en 24 heures. Et une fois, je suis monté à 700 et quelques kilomètres en, je sais plus, 27 heures. Je pense que je fais 750 bornes. Et voilà, mais tu vois, je me suis rendu compte que tout était presque possible, quoi. Après, c'était mon sommeil, ma limite, ma vitesse, mais aussi la bouffe, physiologiquement. Donc, tu baisses tes niveaux d'allure, etc. Et voilà, quoi. L'ultra, en fait, c'est tombé dans mon truc je sais pas, depuis toujours. Je pense qu'on est tous un peu avide de quelque chose, de découverte, de quelque chose de il y a quoi derrière ce truc, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'on boit tous des coups, parce que tu te dis, quand je suis un peu pompette, je suis un peu différent, et voilà. Donc tu découvres un univers, d'autres univers qui peuvent te mener un peu partout. Mais je suis un peu junkie de tout, donc tu vois, dès que je fais un truc, je le fais à fond. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai fait de l'ultra. Après, j'avais commencé avec les séries Biking Man à l'époque, j'avais fait des courses de 700, après 1000 bornes, après 2000. Et puis voilà, maintenant j'ai traversé j'ai traversé les États-Unis, j'ai traversé l'Europe, j'ai traversé le Kyrgyzstan, j'ai traversé le Népal, j'ai le record entre Lhasa et Katmandou. Enfin, j'ai vu plein de trucs. Ce week-end, j'ai dit ça à un mec parce que je suis arrivé dans un camping et le gars il regarde mon vélo, il dit ah ouais, ça c'est pas mal, mais ça doit pas être pour faire des trucs assez engagés, quoi. Et je pense que le vélo, il a 3 ou 4 records du monde, tu vois. Et je le regardais comme ça, non, et il me dit, mais moi je fais du VTT, moi. J'ai dit, oui, moi aussi j'ai traversé l'Himalaya en VTT. Et en fait, le gars du camping croyait que je rigolais, quoi. Et le gars pensait que je rigolais aussi, mais... Donc le gars cherchait mon nom parce que il était écrit sur mon vélo et il est venu s'excuser. Mais en fait, ça ne change rien pour moi. C'est juste que c'est une personne qui me juge juste au visuel de mon vélo, alors que ça se trouve, ce gars-là, je sais pas, il a peut-être des records aussi dans sa région Normandie, j'en sais rien. Mais j'avais juste envie de faire des trucs, de me prouver que j'étais capable.
Et puis évidemment, quand tu arrives à Dakar, bah, tu as vécu un truc fort et surtout tu as réussi quelque chose vis-à-vis de toi-même. Quand j'arrive dans l'Himalaya à traverser 51 jours, tu finis le bordel, tu dis oh putain, bah, je suis fier de moi quoi. Et oui, c'est sûr, c'est pas de l'arrogance de dire ça. Aujourd'hui, ça me fait moins rêver de faire une course de 100 bornes, tu vois, ici en région ou j'en sais rien, que de traverser bah, un continent quoi. Mais c'est comme ça. C'est pas toujours plus, c'est que j'aime cette découverte de l'autre et puis des nouveaux univers pour moi. Et justement, parce que tu nous parles de l'Himalaya, mais qu'est-ce qui s'est passé juste avant en fait c'est quoi le switch? C'est quoi le... Bon bah là en fait, je vais changer ce que je fais, je vais remettre en question ma pratique, j'ai envie d'écouter cette envie de découvrir, et ça va être l'Himalaya. En fait, l'Himalaya, ça a été un peu spécial. Je suis avec un ami un jour, je pense qu'on a à peu près 2 grammes d'alcool dans chaque œil, on est complètement dégommé et il me dit bah, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je voulais aller en Bolivie. Il me dit c'est la période des grosses pluies, enfin à part te noyer, tu vas rien faire, machin, tu devrais aller dans l'Himalaya. Je le regarde, je me dis l'Himalaya, mais t'es malade quoi. Et j'étais tellement malheureux, en fait, je pense que c'était juste avant Rio. Non, c'était juste après Rio. C'était juste après Rio et je me dis, faut que je fasse quelque chose pour changer de vie, quoi. Je rencontre des gens, enfin, des amis à moi qui me disent, mais il faut que tu fasses un voyage initiatique. Un voyage initiatique. Alors quand c'est, sans aucune caricature, une Parisienne qui dit ça, qui vit dans le 16e et tout, c'est extraordinaire. Mais c'est un discours que tu entends 40 000 fois par jour, mais toi, tu t'es initié de quoi? Enfin, et en fait, ça me faisait rien, tu vois, ce qu'elle me racontait, parce que je ne m'identifiais pas à ce qu'elle vivait. Et en fait, je me casse au Népal. Je me casse au Népal pas pour faire des aventures, pour faire de l'humanitaire. Parce que je me suis dit, mais en fait, ça, je ne sais pas faire. J'ai jamais fait. J'ai jamais donné de moi pour rien, en fait, sans rien en attendant en retour. Donc, je vends tout ce que j'ai, je donne tout ce que j'ai, et je me casse là-bas en me disant, putain, donne un peu de toi, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte en devenant prof, moi, le cancre de La Courneuve dans le 93, où j'étais pas très bon à l'école, pas très bon en anglais, pas très bon en machin. Premier jour, voilà, vous serez prof d'anglais pour la classe, machin. Donc je pense que les enfants, ils parlaient un peu moins bien que moi anglais, mais ils étaient quand même pas exceptionnels, et moi non plus. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça la vie, tu vois, le truc de responsabilité. Enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, parce que vous avez un bébé. Mais c'était ce truc de saut dans le vide, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est ça la vie, tu vois, c'est ça la vie, maintenant, il faut que tu fasses ça, Steven. Parce que c'était plus le truc de l'ego, de l'orgueil, de machin, c'était, je prenais les bus locaux avec, donc, tous les locaux, à des bus qui valaient même pas, je pense, 2 ou 3 centimes d'euros. Et j'étais avec des gens, enfin, parmi les populations les plus pauvres de la planète. Et j'étais heureux, en fait. Et j'étais heureux pour la première fois de ma vie. Je fais ça pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, je me dis, putain, en fait, je vais quand même aller dans ces montagnes. Parce que tu regardes tout le temps, quand tu es à Katmandou, tu les vois comme ça, tu dis, bordel, tu sais, tu vois des 3, 4 000, 5 000. Et je dis, bon, bah voilà, je vais dans les Annapurna, je fais un tour. Ouais, je dis, je vais quand même faire plus, quoi. Et je vais dans la vallée du Khumbu, dans la vallée de l'Everest, je vais jusqu'à l'Everest, et puis je parle avec des gens qui me disent, bah voilà, il y a une expédition qui nettoie l'Everest. Donc je passe 10 jours avec eux sur le camp de base de l'Everest, et je rencontre un gars qui avait traversé une partie de l'Himalaya en vélo, qui avait fait plusieurs 8000, tu vois. Et en fait, tu as un peu des catégories quand tu es au Népal. Je pense que comme dans le sport. Sauf que là, tu as les mecs qui ont fait des grandes traversées, tu as les mecs qui ont fait des 6000, des 7000 et des 8000. Les 8000, c'est genre, les mecs, c'est des dieux vivants. Et puis voilà, donc je passe du temps avec lui, avec eux, avec cette expédition, et je me dis, putain, mais c'est ça que je veux faire en fait. Je veux reprendre un peu mon vélo et essayer de faire un truc comme ça. Mais avant, il faut que j'apprenne à m'apaiser, à être heureux. Donc je retourne au monastère, parce que j'avais passé un tout petit peu de temps avant de faire l'humanitaire en monastère. Et dans ma tête, profondément, je voulais passer 15 jours de training camp en monastère en me disant, ça se trouve, c'est ça hein, que je dois faire. C'est me raser la tête et devenir un moine en fait. Plus personne ne me cassera les rouleaux, tu vois, j'aurai plus de contraintes, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de doueur de faire, tu vois. Juste tu vis, tu vois, être et avoir et machin. Et je me rends compte plusieurs moines, enfin, beaucoup de moines, parce qu'il y en avait énormément, et je me rends compte qu'ils font qu'étudier toute la journée.
Et je me dis, ouais, c'est chaud. Et je rencontre le dernier moine que je rencontrais, c'était Mathieu Ricard, et qui m'explique, mais c'est ça notre vie en fait. On étudie entre 10 et 17 heures par jour, et le reste du temps on dort, et on prie. Ouais, je dis, ouais, ça c'est vraiment chaud, parce que moi, j'ai du mal à rester sur une chaise plus d'une heure, franchement, c'est tendu, quoi. Je dis vraiment, je dis, mais en gros, c'est dans ma tête, je me dis, mais toi tu fais comment, mec? Enfin, toi, t'es quand même... Il m'explique, mais en fait, des gens, moi, le Dalai Lama et d'autres, on a une dizaine comme ça de communicants enfin, on va dire, du Dalai Lama. C'est les communicants du Dalai Lama à travers le monde. Il me dit, en gros, des Mathieu Ricard, il n'y en a qu'un, quoi. Ah, je dis, ah ouais, bon, bah, c'était pas exactement comme ça que je voyais les choses. Je me dis, j'ai envie de devenir lui, quoi. Je dis, sa vie, elle a l'air trop cool, au gars, tu vois. Et puis voilà, et puis je fais pas. Je fais pas, je quitte. Je fais 10 jours, 20 jours de méditation silencieuse, 10 jours plus 10 jours, qui s'appelle Vipassana, où je vide tout ce que j'ai. Je fais que chialer tous les jours, où tu n'as pas le droit de manger. Tu as le droit de dormir, mais tu dors très mal, parce que tu manges pas beaucoup, tu parles pas, tu n'as pas le droit de communiquer, de séduire, d'écouter de la musique, de faire du yoga, de marcher trop vite. Enfin, tu as le droit de rien faire sauf de méditer, ce qui est très très bien pour quelqu'un d'un peu hyperactif comme moi. Et ça me nettoie profondément. Mais je me rends compte, la pensée profonde, c'est il faut que tu quittes les gens et les choses que tu n'aimes pas. Et il faut que tu fasses ce que tu aimes. Et qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui a changé ma vie? C'était le vélo et l'aventure, quoi. Et l'année d'après, je décide de traverser l'Himalaya. Enfin, ça a été monté un peu différemment de ça, mais j'avais ce truc idéaliste de dire putain, je vais devenir quelqu'un, quoi. Là, si je fais ça, c'est ouf quand même. Mais j'avais aucune conscience que ça allait être si dur. Ou ouais, si c'est bon, attends, l'Himalaya, les mecs ils disent c'est 170 jours. Moi, je pense que je le rentre en 50 jours. Et dans ma tête, j'avais mis 60 jours, tu vois, je mets 51 jours. Mais ça m'a déglingué, quoi. J'étais détruit et c'était la plus dure aventure de ma vie, mais je pense la plus belle, ouais. Mais si je peux rebondir sur ce que tu dis, justement, tu dis que mentalement, tu vas quand même chercher loin. Du coup, tu t'es toujours préparé seul? T'as jamais fait appel à quelqu'un pour t'aider J'ai fait appel au troisième Steven. Je pense qu'on est plusieurs. Mais ouais, si, j'ai déjà fait appel. J'ai déjà fait appel à plein de choses. Mais en fait, tu parles d'appel. Et moi, mes appels, j'ai appris ça dans l'Himalaya parce que j'ai eu des préparateurs mentaux. À l'époque, c'était des psychologues ou psychothérapeutes, parce que maintenant, c'est préparateurs mentaux, c'est vachement à la mode, même depuis 10 ans. Mais quand j'étais athlète, c'était genre, j'ai fini en 2010-2011. Du coup, on dirait que c'était vraiment l'ère glaciaire, tu vois. Quand je vois les athlètes aujourd'hui qui sont au jeu, ils ont 14 ou 17 ans pour certains, tu vois, putain, tu vois leur date de naissance, tu dis non, c'est pas possible. Il n'y avait pas de monde, ça n'existait pas avant 1998. Ne me dis pas que tu es né en 2004. C'est impossible, je crois pas. Et voilà quoi, quand le gars et la fille, elle te dit je suis né en 2004, ça veut dire qu'à 20 ans, oh putain, je suis vieux. T'as pas connu Zizou. Ouais, c'est ça. Putain, c'est dur. Oui, donc oui, j'ai eu des gens qui m'ont aidé, j'ai eu des coachs mentaux, physiques, enfin j'ai tout eu, tout le panel de gens. Et en fait, je me suis rendu compte que, j'étais ingérable, et on me l'a fait ressentir et on me l'a dit toute ma carrière. Et deux, j'étais mon meilleur coach mental. Après, des fois, je discutais avec des gens, et souvent, c'est soit le public, soit les deuxième, troisième jusqu'à 18e Steven qui me parlent à moi-même, ou soit c'est la nature, des signes, des choses que je vois. Et dans l'Himalaya, c'était des oiseaux qui se posaient sur mon épaule, tu vois, un chien qui traversait, qui faisait 10, 12 étapes avec moi sur 50 jours. Enfin, c'était ouf, quoi. Ah ouais, Et je me disais, je suis pas tout seul, quoi. Mais non, préparateur mental aujourd'hui, j'ai pas. J'ai pas parce que j'ai peur d'être frustré, j'ai peur d'être, tu vois, j'ai peur d'être en demande, tu vois, j'ai peur d'être énervé contre cette personne et de lui remettre le truc. Et des fois, en fait, j'ai eu des préparateurs mentaux qui m'ont amené vers des choses que je n'avais pas envie de voir, tu vois, à ce moment-là. Et en fait, je vais tellement loin déjà, je vais tellement loin. C'est pour ça que quand des gens me donnent de grandes leçons de vie sur mon comportement, des trucs et tout, mais
Et je dis, mais je me remets tellement en question que tout ce que tu vas me dire, je l'ai déjà vécu 300 000 fois. Après, on revient toujours à zéro, etc. Mais ouais, je pense que j'apprends tous les jours et j'en ai tellement chié que après, tu sais, quand tu fais des courses comme je fais des fois de 14 jours où tu dors 1 heure ou 2 heures par jour, bah, il n'y a plus de préparateur mentaux. Tu sais, il va te dire quoi, désolé de te dire ça devant toi, mais, tu sais, il va te dire quoi. Ouais, franchement, ouais, t'es bien, il faut que. Apaisé, bien. Il n'a pas les mots déjà. J'ai essayé d'avoir des gens, mais Non, mais c'est d'autant plus. Enfin, tu vois, on se dit, waouh, même au début en fait, tu vois, pour te lancer là-dedans. j'ai pas de début, tu sais, j'ai passé ma vie. Ouais. Quand j'avais 10 ans, j'analysais des gens, notamment mon père, qui était un homme politique que je ne comprenais absolument pas. Et je passais du temps avec des gens qui avaient entre 30 et 55 ans, qui géraient des problèmes français ou mondiaux. Et mon père faisait des conférences devant 80 000 personnes. Et je disais, mais comment il fait? Juste, tu vois, je le regardais comme avec des yeux d'enfant de oh bordel, c'est quoi ce truc quoi? Et il me parlait comme un adulte déjà. Donc j'ai passé ma vie à analyser des choses, des gens. Et surtout, comme j'étais à la limite, et je pense que j'ai des troubles autistiques assez profonds, j'ai passé ma vie à analyser la vie, à analyser des gens. Donc tous les problèmes que les gens ressentent, que voient à travers moi, qui voient à travers moi, je l'ai déjà ressenti ou je l'ai déjà analysé 100 000 fois, tu vois. Des fois, j'ai pas de recul sur moi-même. Je le sais, des fois je suis en colère, des fois je suis triste, comme tout le monde. Mais quand je fais mes courses, j'ai des ressorts mentaux qui viennent me chercher de l'au-delà, je ne sais pas d'où, et que je vais chercher, j'ai des ressorts de je sais pas où. Parce que quand tu es au bout de 10 jours d'effort, évidemment, quand tu as été élevé dans le coton, etc., ça se passe pas très bien pour toi. Et si tu as eu une vie un peu dure, ou tu as vécu quelques galères et tout ça, c'est plus facile de t'en sortir mentalement quand tu te retrouves au bout de 10 jours et à te dire ça n'a aucun sens, mais je vais quand même le faire. Ma vie était tellement dure jusqu'ici, je ne vais pas lâcher les copains. Mais en réalité, ouais, je sais pas, peut-être que je suis pas fait pareil, peut-être que je suis complètement déformé, peut-être que voilà, mais j'ai des énigmes. Sur un UTMB, par exemple, là j'ai eu la frustration et j'ai envoyé un message à une fille, à Delphine, qui est une coach mentale, qui est au pied du Tourmalet et tout ça, et je lui avais dit avant ce qui allait se passer. Je lui ai dit, mais en fait, je pense que je vais faire un mauvais début de course, parce que j'arrive plus à me mettre dans les courses. En fait, je déteste la douleur, c'est dur de dire ça. Ouais. Je déteste avoir mal, je ne supporte pas avoir mal, je ne supporte pas la douleur, je ne supporte pas me faire mal, je ne supporte pas que quelqu'un me pince ou machin. Mais j'aime pas. Ça fait mal, j'aime pas monter les escaliers, j'aime pas monter les escaliers du métro avec ma valise comme ça, oh putain bordel, qu'est-ce que c'est dur. Mais je fais des choses, je ne sais pas comment, c'est pour ça que je dis il y a plusieurs Steven, parce que je ne pense pas que c'est moi qui traverse l'Himalaya, c'est un autre qui arrive, mais je vais lui demander conseil, parce que j'arrive pas à me mettre dans les courses directement dedans, et ça m'a coûté une performance qui est honorable pour beaucoup. Mais moi, j'étais triste, j'étais déçu de moi parce que j'ai beaucoup bossé. Voilà. Après, c'est des énigmes, hein. Je ne sais pas. Et puis, ce que je dis toujours, c'est ce que j'expliquais à mon staff sur l'UTMB, c'est que quand tu fais des courses de 7, 10 jours, 14 jours, tu as le temps de voir venir, quoi. Franchement, ouais. C'est un UTMB par jour pendant 14 jours ou l'Himalaya. Ouais, tu as le temps de faire le tour de toi-même, quoi. Oui, alors qu'un UTMB, c'est un sprint où, tu vois, les matchs que tu fais toi, c'est un sprint. Si tu n'es pas là la première seconde, bah, tu prends une balle dans la gueule et c'est... Non, mais c'est vrai, c'est vite réglé parce que si tu n'es pas dans le rythme, tu prends un coup de... Ok, bon, bah, je crois que je ne suis pas dedans, là, il va falloir me remettre. Et là, il faut des ressorts instantanés. Moi, quand tu as 24 heures et que les gars, au bout de 3 jours, ils ne savent plus comment ils s'appellent, ils ont les yeux qui se croisent. Et évidemment, c'est plus facile pour moi d'analyser la situation. Tu vois, comme je suis encore lucide et tout, c'est cool, quoi. Tu vois, des sports comme vous, là, ou un triathlon qui est un sprint, c'est des sprints, c'est un jeu vidéo, hein. Vos sports, tu vois, pour moi, les sports de moins de 3 heures, 4 heures, c'est des sprints, ton analyse, elle doit être extrêmement rapide, quoi. Voilà, toute cette tirade pour dire non, je n'ai pas de préparateur mental. Non, mais je vais faire plus court la prochaine fois. Non, faut pas plus court. C'est passionnant. C'est passionnant.
Mais par contre, tout à l'heure, tu évoquais quand même en 2016 après Rio que tu n'étais pas bien. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as eu la sensation de devoir bouger des choses. C'est quoi qui te mettait pas bien à cette époque-là? Ah, mais je suis un romantique, un poète et un triste depuis ma naissance. Tu vois, j'ai toujours été avoir ce petit truc, je suis un peu triste, mais en fait, il n'y a rien qui est grave. C'est ça que j'ai appris dans l'Himalaya, la vérité, c'est ça. Le seul truc de Rio et de cette époque-là, c'est que j'étais pas à ma place. J'ai dit, mec, t'as 30 piges, enfin, tu vas arriver à 30 piges, un peu avant 30 piges, et t'as fait quoi dans ta vie en fait? C'est quoi ton CV? T'es qui? Tu te prends pour qui en fait? Tu sais, je me parlais à moi-même, je dis, mais t'as jamais rien fait de ta vie en fait. Et quand je veux être vraiment méchant avec quelqu'un, c'est exactement ce que je lui dis aujourd'hui. Quand quelqu'un me juge ou machin, mais la vérité, c'est que j'avais rien fait. J'avais rien fait, et quand j'ai pris du recul là-dessus, enfin pour moi, j'avais rien fait. J'avais rien vécu, j'avais pas voyagé, enfin j'avais pseudo-voyagé, mais tu sais, c'est des voyages d'athlètes où tu es téléguidé, où tu arrives, tu as ta valise dans ta chambre, oh putain, c'est super, oh, il m'a changé ma guidoline sur mon vélo, oh, mes pneus sont neufs, tu vois. Où tu es un enfant en fait, tu vois, oh putain, c'est Noël. Et tu as l'impression que tu es extraordinaire parce qu'on t'a changé un truc sur ton vélo, tu vois. Mais la vérité, c'est que j'avais pas galéré, enfin, sauf dans ma jeunesse. Et à Rio, je me suis rendu compte qu'il y avait, sans arrogance, j'étais un tout petit athlète quand j'étais coureur, mais il n'y avait que des comme moi, mais avec tous les trucs derrière, c'est-à-dire des médailles en chocolat, des 4e aux Jeux Olympiques, des 6e, des 8e ou des 50e des Jeux, alors qu'ils ont travaillé 4, 8, 12 ans, certains 16 ans pour arriver là, et ils se trouvent quoi. Et ils se loupent à chaque fois. Ils se loupent à chaque Olympiade ou à chaque championnat, à chaque truc. Et là, je dis, mais en fait, ils sont tous comme moi. Et je dis, mais est-ce que c'est ça? C'est parce qu'ils sont pas bons? Est-ce qu'il faut qu'ils prennent un nouveau? Mais je dis, mais en fait, j'aime pas ça. Mais en fait, je les regardais, je dis, mais j'aime pas ça, en fait, la compétition. J'aime bien cette bataille, ce jeu, mais j'aimerais bien que tous les concurrents, c'est un idéaliste, hein, mais j'aime ce truc de bataille, après on se tape dans la main, même avant la ligne. Bon, là, on arrive ensemble, finalement, c'était pas grave, on rigolait, tu vois. Mais j'aime pas ce truc d'enjeu. Tu vois, on parle de jeu, mais il y a tout le temps des enjeux, il y a tout le temps des batailles qui sont des vraies batailles sérieuses. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de... Et ouais, Rio, ça m'a... Tu vois, tout ce Barnum, Coca-Cola, machin truc, alors que je faisais des footings et je me retrouvais dans les favelas de Rio, et je disais, oh putain, le décalage de life, quoi. Et je disais, mais est-ce que je me sens plus proche de ce truc Coca-Cola, grande bannière, machin truc, ou est-ce que je suis plus proche des favelas de Rio? J'en sais rien en fait, tu vois, peut-être plus des favelas. Parce que je me suis vu toujours comme ça, tu vois, un peu Robin des Bois, je sais rien moi. J'ai toujours été comme ça. Et à partir de ce moment-là, je change de vie. Et à me dire, mais qu'est-ce que t'aimes vraiment quoi? Alors t'aimes un peu faire du vélo, mais quand même il t'a fait beaucoup de mal le vélo. T'aimes découvrir les gens, la vie et des univers. Donc aventure-toi et tout ça, ça va venir quoi. Mais fais des trucs, Steven, quoi. Je me disais, mais t'as fait quoi dans ton truc? Donc voilà, donc je suis arrivé à Katmandou, j'ai commencé à voyager, à prendre des bus locaux, à faire de l'humanitaire, à faire le con, à me perdre partout, tout le temps, et à me retrouver avec des gens qui étaient tellement heureux de me voir. Et j'ai dit, putain, ouais, c'est trop cool. Parce que évidemment, là, tu te perds à d'Enfer Rochereau ou au Oberkampf. T'as pas 15 personnes qui vont te dire Namasté, Dan, Namasté, Namasté, vous cherchez quelque chose. C'est plutôt, mais je suis désolé, j'ai rendez-vous dans 10 minutes. J'ai un rendez-vous dans. Eux, ils n'ont pas de rendez-vous dans 10 minutes. Hein. C'est dans 10 jours leur rendez-vous, mais pas dans 10 minutes. Et j'ai aimé cette vie au long cours, que rien n'est grave en fait, tu vois. Il n'y a pas de temps court au Népal, très rare. Tu as dit que, je crois que c'était dans une autre interview, que ne rien faire là-bas, c'était ok. Ouais, ne rien faire, c'est faire quelque chose, mais il y a plein de spiritualité, c'est pour ça que j'adore le Maroc aussi, c'est pour ça que j'adore plein d'endroits dans le monde où je vais, où je me pose et je me dis, c'est pas grave. Tu vois, même là, j'étais à un café à 100 mètres de chez vous, et je voyais là, tu vois, la dame, elle prend son café, elle est au comptoir en train de regarder son téléphone, elle regarde partout, machin, elle prend son vélo s'il n'a pas été volé, et elle galope, tu vois, tout le monde galope. Le serveur, le match, tout le monde court. Le livreur qui machin, qui se gare, il n'a pas de place, il gueule. Et moi, j'étais comme ça, avec mon sac, ma valise. Je dis, putain, je suis pas comme eux, bordel, quoi. Dites-moi que je suis pas comme eux. Oui, justement, on se disait, mais comment tu arrives à revenir un peu des fois dans des grandes villes, il y a un tel décalage?
tu le vis comment, toi? Ouais, j'ai lu hier, il y a un gars qui a posté ça, un gars que j'ai sponsorisé là, qui a fait un tour de 44 jours de voyage, il a fait le tour de France, etc. Je l'ai un peu aidé parce que je me suis un peu identifié en lui pour une asso et tout. Et je sais pas, moi j'ai jamais eu ce truc-là parce que peut-être c'est dur. Tu vois, c'est tellement dur ce que je vais tellement loin que j'ai envie de revenir pour un peu donner la bonne parole, tu vois. Et je reviens aussi pour donner, quoi, tu vois. Donner et rencontrer des gens. Là, je suis revenu pour organiser des épreuves. Ça s'appelle Gravelman, des trucs que j'organise. Et je les ai conçus justement parce que j'ai envie que les gens voyagent intérieurement et de manière géographique un peu à travers la France, l'Europe. Et ils vont vivre les mêmes choses de manière minuscule ou des fois grande de ce que je peux vivre sur un Himalaya ou sur des trucs comme ça. Donc je me suis dit, mais quand je reviens de l'Himalaya, je dis, faut que je gère des trucs. Gravelman n'était pas dans ma tête, mais j'ai dit, il faut que je ramène des gens dans mon délire, quoi. Parce que moi, ça a changé ma vie. Ça t'est arrivé après l'Himalaya? Ah ouais, déjà là-bas, j'avais envie d'emmener des gens. J'avais envie que tout le monde soit là. J'avais envie de mettre des caméras sur mes yeux. Et putain, wow, ça faut le montrer. Wow, putain, ça c'est ouf. Tu vois, l'autre, il est en train de porter un frigo sur son dos. Il nous porte, il fait 25 kilos. Je dis, moi, c'est ouf. Tu vois, faut montrer aux gens que c'est des grosses merdes. Tu vois, quand ils n'arrivent pas à porter leur sac et qu'ils prennent un Uber pour faire 1,5 km. Mais tu vois, j'avais ce truc de dire, on est vraiment des nuls à chier, quoi, les Occidentaux, tu vois. Et en fait, je voyais des. Genre, il y avait un môme, et une fois, je me rappellerai toute ma vie, je lui parle au bout de 2 jours, tu vois, dans la vallée du Khumbu. Et je le voyais avec des bidons, mais je pense qu'il y avait 40 litres, quoi. Et je dis, mais tu fais. Non, il me dit, je suis parti chercher de l'eau à la rivière. Et moi, en fait, tous les 2 km, tu avais un porteur, parce que c'est un peu leur business, qui te demande If you want, I carry your bag. If you want, I carry your bag. Et en fait, tous les jours, tu en avais 15 porteurs, 20 porteurs qui me demandaient, parce qu'ils avaient de la peine pour moi, mais mon sac, il faisait 20 kilos, quoi, tu vois. Bon, oui, quand tu vois un mec avec un vélo plus un sac, tu dis, mais jamais de la vie, il monte. Quand t'es népalais, tu dis, bah, j'en ai vu 500 par jour, c'est des planches pourries, il n'y en a pas un qui tient la route d'occidentaux. Bon, à mon avis, il va pas à 8000 avec son vélo, quoi. Mais il nous voit tout petit. Et du coup, bah ouais, quand je reviens là, j'ai envie de transmettre aux gens mais t'es capable, quoi. Peut-être pas de porter la porte de 25 kilos, le frigo sur ton dos, mais putain, fais des trucs, hein, quoi. Fais des trucs. Ma grande, je te vois, t'es capable de tout. Et je le pense profondément. Profondément. Tous les jours, je vois des gens, le prétexte, c'est le vélo. Parce que le vélo a changé ma vie. Mais là, comme je cours un peu depuis 3-4 mois, il y a plein de gens qui se sont achetés des chaussures dans mon réseau. Oh, putain, grâce à toi, je me suis acheté des chaussures, je me suis mis à courir et je trouve ça trop bien. Ils m'envoient des vidéos d'eux dans une montée. T'as vu, j'en chie comme toi. Oui, fais Michel, fais, c'est super. Donc oui, non, ce que j'aime, c'est mettre les gens dehors en fait, qui se cassent et puis qui vivent un truc fort et puis qu'ils arrêtent de regarder la télé pour regarder des conneries et puis voilà quoi, qui prennent du poids et qui soient malheureux dans leur vie physique, mentale. Et voilà, mais vivre des choses, c'est important. On n'a qu'une vie dans ce corps-là, donc amusez-vous, quoi. Mais c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que t'aurais pu te dire, bon bah moi je vais faire mon palmarès, tu vois, bah t'es qui, tiens, qu'est-ce que t'as fait, et puis bah je vais aller faire mes trucs. Mais à travers ce que tu fais, il y a une dimension de perf quand même, tu vois, il y a une dimension de partage, t'as même mis une dimension écologique. C'est-à-dire qu'on sent de l'altruisme quand même dans ce que tu fais. Même quand pourtant il s'est mis dans son délire, on pourrait dire lui il fait son truc quoi. Mais il y a quand même ce mouvement de. C'est pas possible pour moi. C'est pas possible. Tu sais, moi je suis fils de communiste, je suis fils d'un mec qui était un militant, qui aidait des gens. Je me demandais ce qui me branlait quoi. Tu vois, mon père, on mettait des tracts dans les boîtes aux lettres des gens. Et des fois, ils trouvaient des appartes à des gens, des familles nombreuses avec 7, 8 enfants. Et je disais, mais pourquoi il fait ça en fait, tu vois? Et maintenant, je le comprends. Parce qu'en fait, quand tu es fait comme ça, il y a un moment où tu as juste envie de donner aux gens, mais de manière gracieuse. Et évidemment, Gravelman, c'est payant. Parce qu'il faut que je gagne ma vie, mais je fais vivre des expériences aux gens. Oui, j'ai eu un moment la croyance que j'allais être un super-héros, que je voulais devenir Mike Horn, tu vois, à être complètement inaccessible aux gens et montrer que je suis au-dessus de toi. Mais la vérité, c'est que je suis comme tous les gens.
Tu vois, le gars, il te serre la main, il te casse 3 doigts. Et s'ils sont pas cassés, il essaie encore de te les casser. Mais la vérité de tout ça, c'est... Mais je suis comme eux, en fait. Je suis comme eux. Oui, je me suis tellement tartiné des kilomètres et des choses dans la nature qu'à un moment donné, j'ai des résultats physiologiques et mentaux qui sont de l'ordre, parfois, du surnaturel ou de l'exceptionnel. Parce que je me suis vraiment fait du mal, physiquement, mentalement. Et donc, mon corps, des fois, je suis robotisé. Et comme on disait juste avant off, bah, en course, j'ai aussi un truc animal de quand c'est la compétition, je deviens un espèce d'animal de putain, il est où? Je vais aller le manger, quoi. Mais je m'en fous au fond. Et ce que j'aime, c'est surtout quand je vois le visage des gens qui s'éclairent. Mais c'est ouf en fait. Plus que si je te casse 5 doigts sur ta main, parce qu'il t'en reste plus après. Il te reste l'autre main, mais ça sert à rien d'avoir. Je pense que c'est ça qui compte dans notre monde. Oui, c'est bien d'avoir des super-héros. Oui, j'aurais pu écrire des livres et romancer toute ma vie. La vérité, c'est que je mens pas aux gens. Franchement, j'en chie à chaque fois. Je pleure à chaque fois. Alors, il y en a, ça les saoule, parce que des fois, je fais que chialer, mais, mais c'est fort, tu vois, d'avoir des émotions comme ça, et tu les gardes que pour toi, et tu fais quoi après? Tu fais quoi? Tu fais psychothérapie, psychanalyse toute ta vie, mais pourquoi vous faites si mal, Stéphane? Il n'y a pas un rapport avec votre père et à l'enfance? Pourquoi la douleur depuis toujours alors vous détestez ça? Est-ce que ça serait pas quelque chose de christique? Non mais j'ai tout eu, toutes les analyses du monde, des meilleurs et des moins bons. Tu vois, enfin, j'ai tout eu, toutes ces analyses vis-à-vis de moi-même, mais ce qui reste, c'est ce que tu as vécu, les émotions, les sensations, le tout, quoi. Et puis tu te construis un corps, un physique, un mental, et tu es plus fort. Moi, j'ai des gens absolument normaux qui viennent sur Gravelman. Je dis pas que je suis anormal, mais je me suis un peu changé pour devenir un peu un robot ou un alien sur certaines des épreuves. Parce que oui, quand tu dors 1 heure par jour pendant 14 jours, évidemment que ça peut paraître inhumain et il y a des gens qui peuvent se dire « oui, je pense qu'ils se droguent ». Mais la vérité, c'est que je suis drogué au dépassement, à la nature, à la vie en fait. Et ça, c'est illimité et tu peux le transmettre à n'importe qui, c'est universel. Évidemment, si je raconte ça à un Népalais, il va me dire j'ai pas compris, j'ai pas compris. Parce que pour lui, ça n'a aucun sens. Il n'a pas de hobby. Et je te dis, il porte des fois entre 20 et 40 litres d'eau pour juste se nourrir et boire. Tu vas pas lui dire, c'est comme mes oncles et tantes, ils avaient 150 vaches. J'allais pas lui dire, mais tu fais un petit running ce soir, parce ils font la traite 2 fois par jour, ils se lèvent à 4 du mat, non, mais ils se couchent à 22, ils regardent la météo, c'est le seul truc qui les intéresse parce qu'ils ont des champs et tout ça, et des bêtes. Et toi, tu vas lui dire, bon, si tu veux, on fait 45 minutes, on fait 10 fois 30-30. Ouais, si tu veux, on peut faire 10 fois 400 sur la piste. Mais ils n'ont pas de piste. Ça ne les intéresse pas, en fait. Ils s'en foutent d'avoir des hobbies. Leur vie est déjà remplie. C'est juste que nos vies modernes, on les remplit. Parce que, notamment dans les grandes villes, on est à Paris, là, bah, les gens, ils se font chier. Voilà. Donc, ils ont envie, besoin de vivre des trucs, et ce qui est normal. Et Gravelman, c'est aussi ça, c'est vivez des trucs à votre échelle. Et puis... je sais pas, dites-moi si c'est bien ou pas, quoi. Voilà. Pas obligé de se faire mal forcément, mais vivez des trucs. Ouais, pour les vidéos et pour les auditeurs qui connaissent pas encore, ça vaut la peine de passer sur ton compte et sur les vidéos sur ta chaîne YouTube, parce que quand tu dis se faire mal, c'est pas se faire mal. Un peu. Hier, on regardait encore la traversée des États-Unis, ou d'ailleurs, t'as toujours plus le droit d'aller aux États-Unis? Je sais pas, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé. Mais en fait, c'est drôle que tu me dises ça parce que cet été, en fait, j'ai eu une once de. Faut que j'y retourne. En fait, pour la petite histoire, il y a un mec qui s'appelle Chris Burkhardt, qui est un des photographes les plus célèbres du monde. Je pense qu'il a 4 millions de followers. J'ai passé 4-5 jours avec lui sur la Tour Divide l'an passé. Et j'étais à La Rosière. Et il me dit un truc du genre, il me dit ça look like very cool, La Rosière, je sais pas quoi. Je dis mais mec, je sais pas, t'es multimillionnaire, pourquoi toujours des idées farfelues? En gros, il voulait venir à La Rosière pour qu'on aille en stage en altitude. Et il me dit, et si on préparait la Tour Divide 2025 en altitude à La Rosière tous les deux? Et j'avais les larmes aux yeux, tu vois. Mais je pense que c'était un peu au moment où vous deviez m'appeler. Mais je dis putain, ça serait pas con en fait que je refasse la Tour Divide. Et si j'y retournais pour essayer de désacraliser cette loose et cette douleur et vivre un voyage un peu cool pour une fois. Parce que
Je me suis fait taper dessus pendant 14 jours quand même. C'était la Tour Divide, c'est 14 jours, vous êtes plusieurs à partir et toi tu te retrouves Ouais. C'est la plus grande course du monde en fait en ultra. Et c'est la plus vieille quoi. Et toi tu passes du Canada et à la Nouveau-Mexique, ouais. T'es bloqué aux États-Unis Ah oui. pendant 4 heures. Frontière canadienne. Frontière canadienne. Et là tu vois tous les autres que tu avais dépassés. 78 concurrents et concurrentes, ouais. Tu les vois un à un comme ça. Et toi tu filmes ça. C'est-à-dire que c'est ça qui nous a touché aussi. Toi tu filmes ça. Genre t'es en pleine galère, il y a un type qui est en train de te dire tu peux pas passer. Et toi tu penses à filmer. Puis après quand tu te remets à rouler, ben, tu continues de penser à filmer. Puis à un moment, c'est dingue. T'es bien avec d'autres cyclistes, dont une nana. Puis tu dis tiens on va rouler pendant 2 jours ensemble parce que ça sera bien. C'est complètement lunaire. Donc ça vaut la peine de voir ça. Mais quand tu penses à filmer justement, c'est la plupart des personnes, tu vois, pourraient avoir envie de cacher ça. Ou peut-être même qu'il y a des moments où toi tu te dis, bah tiens, ça je vais pas le filmer parce que je suis vraiment trop mal. Je sais pas, mais ça demande, tu vois, de sortir un peu de soi, de faire, bon, je suis mal, mais je vais le partager. Comment ça t'est venu ça? Ah non, mais le ressort, il est simple. La première fois, c'était dans l'Himalaya. Il y a une dame, c'est toujours la même histoire, mais il y a une dame qui me dit tu es en train de sauver la phase terminale de cancer de mon mari, il suit toutes tes vidéos, continue, ne doute pas de toi et tout ça. Et ça, je l'ai eu 5-6 000 fois. C'est vrai? Ah oui, j'ai ça tout le temps en fait. J'ai ça tout le temps, des maladies, des gens qui changent de vie, des séparations, des machins, des divorces, des gens qui quittent leur job, des gens qui sont malades, des gens qui ont pris du poids, qui ont perdu quelqu'un de leur famille. Et ils vont sur waouh, putain, c'est trop cool ce qu'ils vivent. Alors, soit ils essaient de faire pareil, ou soit juste ils sont spectateurs du truc. Mais moi, j'essaie de les faire passer acteurs. Et la Tour Divide, c'est. Ce qui était lunaire, c'est ça coûte très cher, les États-Unis. Donc, je me suis dit, je ne vais pas revenir 40 fois, vaut mieux que je filme un peu le bordel. 2, je suis en train de vivre un truc que peut-être d'ailleurs je ne vais jamais revivre de ma vie. Il faut que je montre. Et 3, il faut vraiment que je montre. Parce que là, j'en chie vraiment. Et ouais, là, c'est pas possible, quoi. Puis je me suis dit, si jamais j'arrivais peut-être à gagner, t'imagines, toutes les galères que j'ai eues, en fait, c'était un peu une ode à la vie de... C'est possible de faire des choses extraordinaires en étant tellement dans la galère à un moment donné. Et en fait, je dis toujours que c'est la vie en accéléré, tu vois, les ultras comme ça. C'est que tu vis 15 000 vies tous les jours. Tu vois, il y a eu des détails, tu vois, mais il y a eu la boue. Tu vois, il faut savoir que je finis l'aventure, mon cadre, il est cassé. Parce que j'ai tellement bourriné que ça a limé les 2 côtés de mon cadre. J'ai cassé 2 chaînes, boîtier de pédalier, enfin j'ai eu 15 000 galères. Je sais pas, là-haut, il était un peu énervé contre moi. J'avais peut-être fait des conneries plus tôt dans ma vie, j'en sais rien, mais il m'a puni, quoi. J'ai été puni, mais il y en a plein d'autres qui ont été punis. Bon, la Tour Divide, tout le monde casse du matos, tout le monde se blesse, tout le monde machin. Il n'y a pas que du mal. J'ai vécu des moments extraordinaires. Mais évidemment, il y a eu d'autres choses. Je casse mes téléphones et tout ça. Il s'est passé un truc, quand je casse mes téléphones, c'est que je ne peux plus parler aux gens en direct. Tu vois, je ne peux plus transmettre, il n'y a plus d'émotion. Donc, j'avais la GoPro qui me regardait comme ça. Je dis, putain, il faut que je lui parle. Donc, je faisais que parler à la GoPro, quoi. Mais je ne sais même pas si ça va sortir. Je ne sais même pas si je vais arriver au bout du bordel. Je vais mourir, quoi. Il y a des jours où je me suis dit, mais franchement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est trop dur, c'est trop dur. Et à force de tout ça, je me suis dit, mais tu y es arrivé quand même, tu vois, j'ai réussi ce truc. Quand je passe la frontière, c'était tous mes trucs d'enfance, de frauder dans les transports, de toutes mes conneries, pourquoi, à un moment donné, tu arrives à négocier avec un militaire qui a été formé à dire non aux gens, et j'arrive à l'arnaquer, en fait, à lui dire, s'il te plaît. Et franchement, c'est pas du tout ce que tu crois, je suis pas espion. Alors moi, je m'appelle Steven, je m'appelle pas Steven. Donc il prend tout mon téléphone, il fait tout de A à Z. Je pense qu'ils ont fait une capture de bordel, ils l'ont mis tout sur leur ordi pour analyser, parce que je pense qu'ils étaient 15 data scientists en face de moi, dont 2 qui étaient assez armés pour que je comprenne qu'il fallait pas trop que je fasse le con. Et je me suis dit, mais vu le temps que j'ai passé là-bas, je me suis dit, ah ouais, c'est ça les États-Unis, tu vois. Et c'était un peu l'histoire du monde actuel, de frontières, de barrières, de machin, dire,
ah ouais, en fait, là, avec eux, tu peux pas jouer, quoi. Tu vois, ce truc de Frenchie, de, ouais, franchement, ça passe, ça va le faire. Ouais, monsieur, franchement, avec cette vitesse, bon, j'étais à 80, c'était limité à 50, mais c'est pas non plus, bon. Là-bas, il n'y a pas de ça. Je vais en prison. Là, j'étais à case départ, quoi. Et il me dit, non, non, il me dit, tu retournes au Canada. Il me le dit, mais 500 fois. Il me dit, ta seule solution, mais je te le redis, tu dois retourner au Canada. Et quand tu as dépensé de l'argent, tu as fait une préparation physique, enfin, vous connaissez ce truc de, tu as tout fait pour être là. Tu as mis ta vie entre parenthèses, tu as des rêves, tu as des attentes, et tu te dis, putain, mais je vais pas vivre, en fait, je vais pas vivre ce que je dois vivre, il faut que je le fasse. Et c'est comme ce truc de finisher, de dire, je vais au bout des choses, j'ai pas lâché, donc j'ai passé la frontière, après comme un con, pendant 48 heures, je mets ma vie sur le vélo, je crois que je vais rentrer sur la tête de course, je me broie le physique. Jusqu'à Laëlle Wilcox, qui est une athlète assez célèbre aux États-Unis, qui est en train de battre le record du tour du monde à vélo. Tu vois, la meuf, elle est en train de faire, je crois, enfin, je sais pas, elle va faire 75 jours pour faire le tour du monde, juste, pas de souci. À 300 et quelques kilomètres par jour, qui est l'athlète, je pense, ultra-endurance à vélo, une des plus célèbres du monde. Et en plus, c'est une femme. Et en plus, elle est incroyable. Et en fait, pour moi, avant ce projet, je dis, ouais, je pense que c'est une mytho, quoi. Sur les réseaux, elle est sympa et tout, mais je pense qu'elle n'est pas si sympa. Et en vérité, je suis bloqué, enfin, quand je suis bloqué à la frontière, j'étais avec elle. Et quand je reviens sur elle, elle m'a tellement dit de gentillesse, tellement fait d'éloges, tellement dit, mais tu vas gagner, tu vois, elle parle français en plus. Mais tu vas gagner, Steven, tu vas gagner la course, c'est toi le plus fort, c'est toi le plus fort. Et je pleurais, tu sais, je pleurais tellement. Bon, déjà, tu dors pas pendant 10 jours, donc ça aide. Évidemment, c'est comme si tu faisais un after pendant 10 jours là et tu vas voir les gens, tu les aimes tous au bout d'un moment, c'est sûr. Mais là, en fait, elle était juste douce, simple et c'était tellement dur que je me disais, putain, un moment de douceur dans cette longue traversée, je vais pas cracher dessus. Donc j'ai passé 2-3 jours avec elle. Elle m'a remis sur des rails et à un moment j'ai dit, bon bah si tu me dis que vraiment la tête de course, bah il y avait d'ailleurs Chris Burkhardt et 2-3 mecs. Et j'ai dit, bon bah je vais essayer de rentrer devant, quoi. Donc après j'ai fait ma course et je suis allé au bout, mais oui c'était un peu dur, j'avoue. Un peu très dur. Après, toutes les courses, je vais au bout. Après, c'est parce que je suis un peu con, quoi. Un jour, je décrocherai, je me dis, ah putain, ça c'est quand même sympa, tu vois. J'ai fait la Tour d'Ivoire dans 400 jours, tu vois, à 30 km par jour. Mais j'y arrive pas encore. Ça viendra peut-être. Et tu parlais du désert d'Atacama. Celui-là, qu'est-ce qui fait qu'il a été si difficile? Alors, tu l'avais un peu annoncé, c'est-à-dire que tu voulais aller au bout, chercher une limite, quoi. Ouais, c'était dur pour plein de raisons. La première, c'est que tu passes de 0 à 3800 mètres en 75 km. Je pars du niveau de la mer, je vais là-haut et je me dis, ah, ça passe, quoi. Comme un gosse, comme quand j'avais 12 ans. Je dis, bah, c'est bon, ça, je le monte 10 fois. Et j'y arrivais pas et je le recommençais 20 fois. Sauf que là, tu n'as pas 36 essais. Donc j'arrive à 3008, je suis explosé et il fait encore 35-40 degrés à 20h le soir. Et en fait, tous les jours, j'étais seul. J'étais seul, mais pas seul. Il y a des gens, il y a des habitants, quelques habitants. Mais tu en as 1, 2, 3 habitants tous les 200-300 km. Et c'est pas les gens les plus drôles du monde. Parce que quand tu vis dans un désert, c'est soit tu travailles dans une mine pour faire, on va dire, du sel, mais pas pour mettre dans ta salière, pour faire des batteries de véhicules électriques ou de choses électriques, des vélos, des machins, bon bref. Et dans ma tête, tout ce rêve s'écroulait parce que je me dis, je fais un projet sur le dérèglement climatique, c'est incroyable, putain. Ouais, je dis putain, du sel, c'est quand même ouf, on a quand même besoin de sel beaucoup dans le monde. Et en fait, tu vois des collines de sel qui font 10 km, 300 mètres de haut, et en fait, c'est pour faire des véhicules électriques. Et là, un truc qui s'écroule, et puis après, je prends entre 40 et 50 degrés tous les jours, pendant 20 jours, quoi. Et c'était dur. Et je prenais, oui, entre 3 et 5 000 de dénivelé positif par jour, à des altitudes élevées. J'étais déshydraté, épuisé, et j'avançais plus, quoi, tu vois. J'avançais plus, j'ai eu une grosse saison, hein, l'an passé, il faut pas se mentir, j'ai enchaîné 3-4 courses, plus après,
J'ai enchaîné Tour Divide, Kyrgyzstan, la Silk Road. Et après, je me dis, ouais, pour finir la saison, je vais me faire un petit Atacama, tu vois, 4000 km, je pense que ça va passer quand même. Et c'est pas du tout passé, tu vois. C'est comme si tu as une compète de fin de saison et tu dis, ouais, franchement, ça va le faire. Mais c'était la plus dure de l'année, en fait. Donc c'était dur. Et puis surtout, ouais, je pense que j'étais un peu. C'est cool hein, de se dire, ouais, franchement, ça passe. Mais là, ça passe pas. Tu sais, tu peux pas te dire, franchement, si j'ai 3-4 litres d'eau sur moi, je peux tenir 24 heures. Si, ça va. Si tu es dans la Beauce ou si tu vas jusqu'à Toulouse, tu vois, je pense que je peux pas boire d'eau en traversant la France. Je vais pas mourir. Mais là-bas, tu peux vraiment te faire du mal, quoi. L'air, il est sec, les gens sont secs, tout est sec, en fait. Le sol est sec, et rien de humide. T'es en galère tous les jours. Et surtout, ce n'est absolument pas drôle. Ce n'est pas drôle, ni le paysage, ni rien, ni les gens, ni... Oh putain, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de distraction. Tu as des lignes droites qui font 250 km. Ouais, tu vas plus vite. Sauf qu'ils sont en voiture, les man. Là, j'étais pas trop en voiture. Mais ouais, non, c'était très dur. C'était con, en fait. Tous les jours, je me disais, putain, mais qu'est-ce que je suis bête. Mais j'ai vécu ce que je devais vivre. Après, c'est critiquable ou pas, mais j'ai fait ça pour aller au bout du truc et un peu m'en dégoûter, hein, tu sais. Et me dire, bah voilà, c'est pas ça que je veux dans la vie. Et ça me fait encore plus aimer les gens, encore plus aimer plein de choses. Après, ouais, comme j'ai dit, là, après ce projet, ouais, je ferai pas ça pendant 20 ans, quoi. Ouais. C'est pas trop mon délire, et puis, qu'est-ce que tu vas raconter? Enfin, je sais même pas, tu vois, le film, aujourd'hui, j'arrive même pas à l'écrire. C'est rare, mais j'arrive pas à l'écrire. Je sais pas ce que je vais dire. La Tour d'Ivide, c'est facile. Presque facile. Je prends des coups dans la tête au début, je rencontre la L, c'est incroyable, c'est elle qui me remet sur les rails, et puis après je finis, je suis un peu déçu, mais en même temps, j'ai fait mon truc, voilà. L'histoire, elle est assez cool, et puis tu traverses les États-Unis nord-sud. Là, l'Atacama, ça parle à personne, quoi. Les gens, ils font le salaire d'Uyuni, ils créent un blog pour ça, où ils font un film de 52 minutes. Moi, j'ai fait 4000 km. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Le salaire d'Uyuni, j'ai mis 7 heures à le traverser, même moins, quoi. C'est comme ça. C'est inhumain, en fait, juste pour... Tu vois, c'est comment mettre des mots là-dessus pour les gens. Je sais pas. Là, il y a une... Je vais pas te dire comment écrire ton film, mais par contre, il y a un moment quand même où dans cette aventure, tu évoques que tu es en train de traverser le plus grand désert privé, que c'est complètement aberrant, que toi tu es en même temps dans un défi, et je te propose d'en parler un peu, dans un défi qui a une portée écologique. Donc c'est comme deux atomes qui viennent se rentrer dedans et exploser, quoi. J'ai l'impression que ça ne matche pas entre ce que toi tu es en train de faire et l'endroit où tu es en train de traverser. Ça t'était déjà arrivé aussi sur le Paris-Dakar, je crois, où tu vois du plastique et du plastique et du plastique de partout. Donc il y a quand même, il y a ça aussi, cette dimension écologique là à travers ce projet. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas te dire? Là, on te dit tous les jours, bah ouais, les gars, bon là, il faut faire des éoliennes, les véhicules électriques, c'est demain. Je vais dire quoi aux gens? Tu vois? Là, je vois le véhicule de Paris 2024, Toyota électrique, machin, tout le monde Roland-Garros électrique, tout le monde électrique. Je sais pas en fait. Tu vois, j'ai même pas de certitude là-dessus. Qu'est-ce qui est pire? Avoir une voiture qui a 40 ans à l'essence, et la garder pendant 40 ans, ou changer de véhicule électrique tous les 2 ans. Et pour moi, faut pas changer de véhicule électrique tous les 2 ans. Mais les batteries, elles ont combien de temps de durée de vie? Tu sais, c'est tellement de questionnements. En fait, j'ai tellement étudié ce sujet qu'à un moment, je me suis dégoûté de ça. Et je me suis dit, en fait, est-ce que le monde de la bulle écologique verte était autant un monde de menteurs que celle du nucléaire, que celle des élites politiques Tu vois, à un moment, tu vois, je vois en ce moment le grand truc écologie, tu vois, c'est Paul Watson, tu vois, qui est enfermé. Là, il a un vrai combat, vraiment concret, c'est machin. Moi, tu veux que je raconte quoi? Tu veux que je dise quoi? Ah non, les voitures électriques, c'est pas bien. Tu vois, je sais même pas quoi dire. Tu vois, c'est mon combat, donc je vais le raconter, mais pour l'instant, c'est flou dans ma tête parce que je sais même pas quoi dire. Je sais même pas. C'est ouf. J'avais des champs d'éoliennes à des moments. Franchement, il y en a beaucoup là quand même. Non, mais quand tu as un champ d'éoliennes qui dure 100 km, une éolienne, je sais plus, c'est combien un plot en béton? Je crois que ça descend à 30 ou 60 mètres selon la taille. 60 mètres sous le sol, mec.
60 mètres. Tu te rends compte? Enfin, c'est un bâtiment Ouais, je savais sous pas. le sol. Et plein de trucs comme ça que j'ai étudiés. Et comment tu veux... Oui, je pourrais faire semblant, comme certains, dire « Ouh là là, il faut rouler à l'hydrogène ». Mais j'ai appris aussi que l'hydrogène, 97% par exemple de l'hydrogène dans une voiture, mais pour produire 100%, il faut 97% d'essence en gros. Voilà. Et tout que des sujets comme ça. Il y a plein de gens, c'est comme la culture en fait. Comme la culture, plus t'en as, moins tu as envie de l'étaler complètement. Et moins t'en as, ils font que ça. Il y en a qui font des tartines tous les jours. Moi, le truc, c'est que j'ai des combats. Là, je vais me rapprocher parce que je pense que je vais passer un peu plus de temps en Occident et je vais me rapprocher d'experts avec mes questionnements personnels parce que mes trucs, je les ai pour moi-même et après, je réfléchis. Tu vois, j'ai rencontré des gens. Est-ce qu'il y a des certitudes là-dessus? Il y a des combats. Paul Watson, c'est un combat. C'est un mec qui est enfermé. Voilà, il défend les baleines depuis la nuit des temps, depuis toute sa vie en fait. Il avait ce truc et il se bat. Mais moi, je vais dire quoi? Je défendais quoi? Le sable de l'Atacama? Tu vois? C'est dur pour moi. C'est dur et j'étais dans une telle douleur. Voir ça, je dis, oh putain, oh, ils abusent là, les man. Franchement, il y a vraiment beaucoup de sel quand même. Tu vois. Même j'ai passé 3 jours à me dire, il y a quand même vraiment beaucoup de sel. Je sais qu'on mange du sel, c'est pour ça qu'il y a du diabète. Je dis quand même, il y a du cholestérol. Je sens que vraiment le sel. Quand même, je faisais mes recherches le soir. Ah, je dis, ok, ah, c'est ça le délire. Je dis, mais t'es vraiment con, Steven, tu vois. Tu vois, c'est ça le truc de certitude. En fait, plus je fais d'aventures, moins j'ai de certitude sur la vie, sur les gens, sur tout, en fait. Le seul truc que je sais, c'est quand vous vous dépassez, quand vous vivez quelque chose d'extraordinaire, et quand vous êtes aimant, bah ça, c'est la plus belle écologie, tu vois, je pense. Après, pour le reste, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut faire attention à nos consommations, etc. Mais au-delà de ça, juste être bienveillant avec soi-même, avec les autres, pas bouffer de la merde. Tu vois, c'est mes seules certitudes. Mangez bien, même si ça coûte cher, ça coûte plus cher parfois. Apprenez à manger. Je pense que si on apprenait tous à manger correctement, déjà, l'écologie dans le monde irait beaucoup mieux. Mais on part pas de là. Nous, on nous parle de quoi? On nous parle des éoliennes, des véhicules électriques, de tous ces trucs-là, des trucs encore du marketing, tu vois. Du coup, j'ai plus de certitude. Ce que je sais, c'est que ce projet est bon et ce projet est fort. Mais oui, j'aimerais bien être Paul Watson des fois et me dire putain, c'est un vrai combat, mec, tu vois. Parce que les populations himalayennes, mais j'avais les mêmes combats en Himalaya. Une fois, j'arrive, il me dit, je dis, mais il y a combien? Il me dit 5000. Je dis pas 5000, je pense que tu dois te tromper dans le chiffre. Le mec avait 5000 canettes de bière. Parce que je vais pisser et j'arrive dans un truc de 5000 canettes de bière de Henken. Et désolé pour les pubs multiples, mais je dis, mais 5000? Non. Et il me dit, en fait, c'est plus cher de les ramener à Katmandou et de les porter. Parce qu'il faut prendre des porteurs pour porter des trucs qui sont vides. Moi, je ne les revends pas. Et je dis, ah ouais. Et donc, il les enterre. Et à un moment, quand il y a une avalanche ou quand il y a un glissement de terrain, bah, tu as 5000 canettes de Henken qui tombent au village plus bas et tout ça, ou dans la rivière. Voilà. Et l'écologie, elle commence là, parce que nous, c'est notre truc d'occidentaux, oui, on est des bobos, on est super sympa, nous, on va sauver le monde. La vérité, c'est qu'il y a des populations à travers le monde. Tu prends le Bangladesh, l'Inde et tous ces pays-là, des pays en développement, le Brésil, j'en parle même pas, ils ont encore brûlé je sais pas combien de centaines ou milliers de kilomètres pour soi-disant, oh là là, il y a eu un incendie. Bah ouais, c'est sûr, ça a brûlé 1000 bornes, mec, la traversée de la France. Pour des champs de soja, pour nourrir des bêtes, des bovins, pour nous nourrir, nous, ou les États-Unis, ou les Brésiliens, etc. Donc c'est dur, ça c'est un combat tellement, tellement dur, mais j'ai décidé, durant mes pérégrinations de cet été, de revenir à des gens, à des experts et à des gens qui ont connu les mêmes galères que moi, un peu de rejet à un moment, pas de l'écologie, mais tu vas où là avec ça, Stéphane, tu vois? Jusque j'ai plus de certitude, voilà, moins de certitude qu'avant. Et l'Atacama, j'ai du mal à l'écrire pour ces raisons-là. Et les autres déserts aussi, j'ai du mal à les écrire. Comme il me disait la télé il y a 5 ans, quand j'essayais de vendre le 666, les gens ils sont pas prêts pour ça, Steven. Tu vois, ils sont prêts à se battre pour Paul Watson, mais quand on défendait l'autoroute où tu avais Thomas qui était en haut d'un arbre, il s'est perché à un arbre pendant... Le mec a fait la grève de la faim plus d'un mois, 40 jours. Tout le monde s'en foutait. Hein.
Ah non, c'est des zadistes, c'est les chichons tambourins, cracheurs de feu. Ils sont là, ils sont en train de s'amuser dans les champs. Ben non, mais non, en fait, c'est le même délire. C'est juste qu'on a plus de facilité à sauver une baleine qu'à sauver un arbre. Voilà. Donc oui, je mange pas de viande, ça fait plus de 10 ans maintenant. Oui, j'ai des certitudes là-dessus, que je pense qu'il faut manger le moins de viande possible. Et oui, le poulet, c'est de la viande aussi. Et, Il faut le rappeler, je crois. ouais, parce que j'ai ces questions-là. Tu manges du poulet quand même Non, je mange pas de viande. D'accord, mais le poisson quand même, tu veux du poisson. Mais en fait, je suis pas extrémiste dans rien, sauf dans ma pratique sportive, même si j'ai pas l'impression que c'est extrême. Mais j'ai moins de certitude sur tout et je vais passer mon temps à étudier un peu plus tout ça, à me rapprocher d'experts et à me dire, ok, c'est quoi les vrais combats à mener pour aujourd'hui et pour demain, quoi. Mais tu remarqueras qu'aujourd'hui, les défenseurs de la cause écologique, euh, ils se battent plus non plus pour les éoliennes, pour les voitures électriques, pour les machins, tu vois. C'est moins les combats d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Et puis, tu vois, les habits, les machins, tout en fait. Tout. On est du plastique. On est du plastique ambulant quand on est habillé en plastique. Bref, c'est comme ça. C'est dur, me pose pas ce genre de questions. Non, mais c'est parce qu'on se demandait avec Camille. Non, mais vous avez raison. Tu vois, les convictions du début. Tu pars sur un projet en 2021, tu vois, le 666, genre projet qui est un projet à long cours. Tu as des convictions au début, à un moment donné elles vacillent, à un moment elles sont. Tu vois, tu changes, t'es vraiment pas le même au début du projet qu'à la fin, mais t'es même pas même pendant, puisque chaque désert va te transformer aussi. Donc on se demandait où en sont ces convictions. Ah, Elles ont vacillé. Elles sont là, mais l'écologie, c'est les gens en fait. Les gens, ils veulent sauver le monde pour eux. L'humain, il veut sauver le monde pour lui. Tu vas faire quoi? Tu vas arriver dans 4 millions d'années. Franchement, on a fait du bon boulot, les gars. Tu vois, ce qu'on disait au niveau des élections, là, à travers quoi? Non. Non, on essaie de se sauver pour nous, pour nos enfants, les petits-enfants, les machins. On se sauve pour nous. On se bat pour nous. Et que oui, quand je vois des grands projets de centres commerciaux en France ou des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Aucun intérêt. Ou un nouvel aéroport, j'en sais rien. Oui, non, t'es quand même enclavé. Enclavé de quoi? Qu'est-ce que tu me racontes, mec? Enfin, je sais pas, t'as 40 TGV par jour, qu'est-ce que tu me racontes? Que non, t'es enclavé. Qu'est-ce que tu me racontes? Que machin, dans le Pays Basque, ils font un autre aéroport à Bordeaux, un machin. Oh, arrêtez les conneries. Ou on rajoute une autoroute à Toulouse. On n'a plus besoin, on a assez de routes. Va au Népal, tu vas voir. Là, il n'y a pas de route. Va au Maroc. Là, il n'y a vraiment pas de route. Et là, j'apprends encore au Maroc, pareil, qu'ils vont faire une autoroute jusqu'à Ouarzazate. Et c'est comme ça. Le monde se développe pour amener des humains, vers les centres commerciaux, vers le marketing, vers le plus vite en fait. Et la meilleure écologie, c'est de prendre son temps et d'aller le moins vite possible et de rien faire en fait. Voilà. Non, c'est juste de vivre simplement et c'est dur de vivre simplement dans nos mondes où tout va vite, où on te propose 400 fois par jour à la radio, à la télé ou dans des publicités partout Dans des podcasts. Ouais, achète ça, franchement ça c'est un truc de ouf ça. Ça va changer ta vie, franchement. Et si tu changes de vélo, si tu changes de raquette, tu vas être 10 fois meilleur, je te le promets. Mais ouais. Non, j'ai plus de certitude, j'en ai moins. Mais ma certitude profonde, c'est que le centre de tout ça, c'est l'humain et il faut s'aimer, quoi. Il faut aimer les gens, il faut s'aimer. Et quand tu t'aimes, tu vas bouffer mieux et tu vas arrêter de bouffer de la merde et tu vas arrêter de faire des conneries, de vouloir consommer, de vouloir un téléviseur qui fait 2 mètres de haut alors que tu as 2 mètres de recul dans ton appartement de 8 mètres carrés. Et voilà, mais c'est des logiques. En fait, l'écologie, c'est juste de la logique simple de notre monde d'il y a 10, 20 ans, 50 ans, 100 ans et revenir un petit peu à ça. Pas totalement, je dis pas de revenir à la calèche et tout ça, parce que quand même c'est loin, hein, Toulouse en calèche, ou d'aller en Bretagne en cheval. Le vélo va plus vite. Grave, ben voilà, tu vois, c'est ça la solution de l'écologie à tout. C'est prenez la bicyclette et vos chaussures. Je rebondis quand même, par exemple, là, tu es de passage à Paris, tu remarques qu'il y a de plus en plus de gens à vélo? Bah oui, ils essaient de me renverser tout le temps. Mais non, mais oui. Ouais, il y a de plus en plus de vélos. La ville n'est pas forcément encore full adaptée. Ouais. Ça commence, les gens sont pas encore full adaptés parce que on leur donne des vélos pour certains les trucs boost là, les Uber, je sais pas quoi là.
Les trucs, tu peux faire 0 à 30 km en 2 secondes 8. Alors le vélo, c'est un cheval. Mais, euh, mais ouais, non, c'est bien que les gens soient sur les vélos, c'est bien que les villes changent, c'est bien que Paris change, que les grandes villes changent. Après, on va s'adapter, hein. Les gens, il y aura toujours des gens qui vont cracher sur les autres, à dire, bah, tu vois, en bagnole, là, je mettais 25 minutes. Le mec, il met 1 heure et demie pour venir de Sèvres. Bah, je sais pas, prends une décision avec ta vie, quoi. Je te jure, le RER, c'est pas trop mal, ou prends un vélo. Tu vois, tu mets 17 minutes, je te jure, c'est très cool. Ouais, oui, j'ai besoin de mon confort parce que moi, j'ai mon costume, je suis pas comme toi. Mais si, t'es comme moi, mec. Juste, peut-être mets un costume au boulot, adapte-toi un petit peu, demande une douche à ton DRH, j'en sais rien, mais fais pas chier, quoi. Fais du vélo. Non, mais c'est vrai, je pense que dans les grandes villes, c'est surtout à Paris hein, qu'il y a eu un changement fondamental, même si une ville comme Bordeaux, c'est incroyable, où tu n'as que des vélos. En fait, le mec a décidé, ouais, je pense qu'il faut mettre des piétons et des vélos, ouais, c'est chiant les voitures. Et il a vraiment fait quoi. Ici, c'est encore gentil, tu vois, il y a quand même beaucoup, beaucoup de voitures. Hein. Mais ouais, on va y venir. Hein. Ouais, tu vois, les grandes villes, nos inspirations du nord de l'Europe, on y vient quand même petit à petit. Après, Paris n'est pas formé pareil. On a quelques fleuves. À travers toi, tes aventures, est-ce que tu as vu le monde ou qu'est-ce que tu as vu comme évolution sur le plan écologique, mais aussi peut-être dans les réactions des personnes qui te suivent, tu vois? Parce que peut-être qu'au début, tu avais des réactions type qu'est-ce qu'il fait Et puis aujourd'hui, en fait, c'est d'autres retours que tu as. Bah ouais, là, il me demande. Bah, je savais pas que tu savais courir, par exemple, ces temps-ci, c'est beaucoup le truc. Non, pendant 2 mois, c'était ça. Mais tu cours du coup un peu. Alors, je sais pas, j'ai dû faire une dizaine de courses de plus de 100 km en 3 ans, tu vois, mais. Ouais, les gens changent. Les gens changent. Le seul truc, c'est que ma vision du monde est un peu troublée parce que bah, ce dont je parlais, quand tu vas en Inde, tu vas dans d'autres pays où tu vois des immigrés, émigrés un peu partout dans le monde, ou des gens qui migrent, ou des populations un peu défavorisées, des pays en développement. Je passe beaucoup de temps au Maroc notamment. Bah, quand il y a un tremblement de terre, c'est Dieu, quoi. S'il n'y a plus d'eau, bah, c'est Dieu, tu vois. Et nous, on n'est pas sur ces dieux. On dit, bah, tu vois, je te l'avais dit qu'il ne fallait pas acheter la voiture électrique, Jean-Michel. Et le truc, c'est ça, c'est nos croyances, notre avancée culturelle, sur l'écologie, sur tout un tas de choses. On a 20 ans, 30 ans, 50 ans d'avance sur des pays qui rêvent juste. Tu vas au Népal, ils te regardent des pieds à la tête, mais la première chose qui va sortir, it's an iPhone, iPhone, iPhone 13, 14. Il veut savoir en fait. Juste, il l'a vu à la télé. Samsung, it's Samsung. Voilà. Et ça va être comme ça, je pense, encore pendant 10, 15 ans. Puis après, quand ils auront les téléphones, bah, ils voudront autre chose. Et puis voilà. Mais le monde est en train de s'occidentaliser un peu partout. Après, je pense qu'il y a beaucoup plus d'apaisement côté asiatique. Et quand tu vas côté états-unien, là, on est sur le Las Vegas du monde de la consommation. Même si j'ai vu des trucs extraordinaires, c'est-à-dire les gens aux États-Unis n'ont plus d'argent pour payer des maisons et des loyers. Du coup, ils achètent des gros campeurs qui valent le prix d'une maison ou d'un loyer, mais c'est à eux. Et ils se cassent et ils traversent les États-Unis, tu vois. En gros, ils vivent en camping parce qu'ils n'ont plus de fric, mais l'Américain s'adapte. Et nous, nous, on est toujours autant en colère à chaque fois que je rentre. Et on est toujours énervé, sauf que quand c'est les Jeux Olympiques, où là, le monde, c'est le monde de oui-oui. Mais non, ce que je remarque profondément, c'est que quand il y a de l'amour, les choses se règlent. Et quand il y a de la transmission et la solidarité, elle est hyper importante. C'est ça qui sauve le monde. Et c'est ça notre problème. Beaucoup en France, je caricature, mais c'est très lié aux villes, je pense. Plus la ville est grande, moins il y a de solidarité. Sauf pendant les Jeux. Mais ouais, c'est ça. En fait, j'ai tellement eu d'aide, j'ai tellement eu de gens qui m'ont aidé partout dans le monde, partout dans le monde. Parce qu'en fait, ils me voyaient dans la galère quand tu arrives à Nouakchott, en vélo, en cuissard, maillot, où il y a à peu près des pirates, il y a 40 pôles de pirates qui ont perdu leur travail parce qu'ils étaient pêcheurs à un moment de leur vie et on leur a enlevé leur boulot parce qu'on met des bateaux de surpêche un peu partout au large. Bah ouais, il y a des gens qui m'ont aidé là.
partout, partout. À Katmandou, mais partout, partout, partout. Et les gens, ils ont envie de te connaître, de vivre des trucs. Après, je suis peut-être plus ouvert quand je suis à l'étranger qu'en France. Tu vois, peut-être je rentre dans ma coquille quand je suis ici. Mais je pense qu'il faut garder ça, ce truc d'amour et de vivre des trucs, quoi. Vivre des trucs. Tu vois, il y a eu les jeux. Avant, il y a eu tu vois, Charlie. Tu vois, quand on a des regroupements comme ça ou des passions communes, tout est possible. Enfin, je parle pour la France. Et ça vaut pour tout, je pense. Ça vaut pour tout. Ou quand on se réunit autour d'un sport, quand tu vois le foot, bah, c'est ouf quand même. Moi, à chaque fois que je regarde un match de foot, je dis putain, il y a encore du monde dans les stades, c'est un truc de ouf, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est un truc, ça regroupe les gens. Et là, tout à l'heure, on parlait de votre orga de badminton et les gens, ils ont besoin de se réunir. De squash. De squash, putain, je suis teubé. De squash. J'ai réussi à dire badminton. Et les gens, ils ont envie d'être ensemble. Ils ont envie de s'amuser. Ils ont envie de vivre un truc et de dire putain, on est derrière elle, on est derrière lui, putain, on est ensemble. On est dans la même équipe, tu vois. Et ça, c'est important. Et ça vaut pour tout. Au Népal, des fois, tu as 40 personnes devant un match de cricket. Je ne comprends pas ce sport, fondamentalement. Mais je suis avec eux parce que je dis, ouais, franchement, je suis avec vous. Je sais pas, c'est Katmandou contre qui déjà? Mais ouais, c'est mortel, c'est ouf. Ah non, c'est l'Inde. Ah, pardon. Excuse-moi, c'est du badminton ou du. Mais tu vois, je regardais ça avec eux ou des matchs de catch. Et je disais, ouais, vas-y, c'est mortel, c'est trop chaud. Alors qu'ici, tu me mets devant un match de catch, j'ai envie de casser la télé, quoi. Donc, ouais. Réunissons-nous encore. Ouais, ça répond à une question qu'on avait, c'est t'en es où de ton optimisme sur voilà, à travers tes voyages, à travers... Ouais, de l'humanité, de l'écologie, de manière Ouais, générale. c'est ça, mais l'écologie, c'est ça, c'est l'humain, aimons-nous, quoi, aimons-nous, et le reste, il suit. Quand t'es malheureux, t'as envie de bouffer des chips et des cacahuètes et de boire des bières, mais non, mais c'est vrai, je caricature, mais c'est vrai. Alors que quand t'es cool, je dis pas que tu vas manger des Pokéballs et te faire ta nourriture pendant 1 heure et demie, mais tu vas te dire, putain, je suis vachement bien aujourd'hui, je me fais un petit brunch, oui, des petits œufs au plat, ouais, tu manges du pain, ouais, bah du coup, je prends du pain, je prends du pain de seigle et pas du, et pas du pain de merde, mais non, mais c'est ça, l'écologie, c'est l'écologie du bonheur. Après, je suis pas dans le truc de aimez-vous, la vie elle est cool et tout, mais il y a un peu de ça quand même. Franchement, vivez des trucs, partagez. Ouais, des fois, je rêverais qu'il y ait un truc d'espèce de rencontre de gens quand tu te fais chier. Ça, c'est vrai que ça sert à les clubs, mais tu vois, j'adorerais que rencontrer un gars dans la rue, bah tu veux qu'on joue un petit peu au squash Vas-y, je suis chaud, j'ai jamais joué, vas-y, tu vois. Bah, tu vas passer. Ah Quand, bah voilà. quand j'étais jeune, Ça en a fait. quand j'étais jeune, j'avais ça, tu vois. Quand tu es à l'école, on va faire un foot. Mm. Mais t'as pas le. Tu sais, si, t'as des gens qui sont plus forts, moins forts. Mais tu vas jouer au foot, quoi. Moi, c'est sûr que je suis pas trop dans le regroupement de on va faire du vélo dans Paris. Parce que je crois que je vais mourir déjà. Voyager dans Paris en vélo, j'ai l'impression que je vais me faire culbuter par une bagnole tous les 400 mètres. Mais ouais, j'aime bien ce lien social, quoi. C'est pour ça que je participe des fois à mes épreuves au Gravelman, parce que je suis avec les Justement, gens. ouais, le Gravelman, c'est un des moyens. Comment tu gagnes ta vie aujourd'hui? Bah, c'est ça, ouais. Le Gravelman? Ouais, c'est 70% de Gravelman. Après, j'ai des sponsors, des partenaires privés, un peu publics. Et puis ouais, après c'est, tu sais, c'est un peu, c'est plutôt des projets aussi start-up, c'est-à-dire le 666, je le prends comme, tu vois, un projet start-up, c'est-à-dire que je lève des fonds, je réalise ce projet, je le diffuse et j'essaie de le promouvoir à travers les réseaux sociaux et la presse. Et puis après, je vais essayer d'en faire des documentaires, tu vois. Si je peux, 6 documentaires, ça serait extraordinaire. Après, si j'en fais un gros, c'est beau, mais ouais, c'est pas facile de financer sa vie d'athlète, parce que je suis dans un grand écart entre Mike Horn, Manu Chao et organisateur d'épreuves en tout genre, mais ouais, j'ai Et l'impression. Mathieu Ricard un peu aussi. Quoi? Mathieu Ricard, ouais. Ah ouais, j'en rêve. Non, mais ouais, il y a toujours un. Tu vois, hier, j'ai encore retrouvé, j'étais en train de trier mes trucs, et encore un signe, tu vois, je suis tombé sur 2 drapeaux népalais, mais en plein dans mes affaires de vélo, quoi. Et ça m'appelle, tu vois, j'ai toujours ce truc de reviens au Népal, mec, c'est là la clé, mais après, j'en sais rien. Je suis pas le mec le plus apaisé du monde, je peux être très en colère, très con, très maladroit et très injuste. Mais en même temps, je peux être très sympa aussi, parfois. Voilà. Je suis un humain, après, tu sais,
Il n'y a pas de vérité. Ce que je pense, c'est que le business model du sportif, il est assez difficile. Et ce que je dirais toujours, même s'il y en a qui détestent ça dans notre monde, parce qu'on dit « Oh putain, le pauvre, il galère ». Alors on aime bien les sportifs qui galèrent, mais pas trop quand même, tu vois. Et on est dans un monde où, tu vois, par exemple au Maroc, le football est privé. Les footballeurs de l'équipe du Maroc, t'as pas un pauvre en réalité, c'est que des fils de riches. Je caricature, mais on n'est pas loin de ça. C'est 80% qui sortent d'écoles, de collèges, de machin, qui sont des écoles privées où ils jouent au foot presque tous les jours. Pas comme en France, où c'est des clubs publics, où t'as plein de mômes quand même qui sortent de nulle part et qui s'en sortent, tu vois, avec le sport. Aux États-Unis, tout est privé. Après, tu as des bourses d'études, etc. Mais nous, le sport est public. Après, est-ce qu'il faut le privatiser? Est-ce qu'il faut faire d'athlètes, tu vois, des athlètes professionnels dès 14, 15 ans ou même avant, tu vois, 12 ans? Parce qu'une gymnaste, c'est 11-12 ans, elle est déjà un peu formée pour aller au jeu, quoi, quand tu es très très bon. Et voilà, après en vélo, pareil, hein, c'est des clubs. Après, tu montes, tu es dans des équipes, et puis après, tu deviens un peu meilleur. Mais pareil, maintenant, les mômes, ils ont 12, 14 ans, ils ont déjà des entraîneurs, des coachs mentaux. Ah ouais, je t'avais dit de ne pas manger ce pain au chocolat cet après-midi, cette chocolatine pour les sudistes. Mais ouais, le sport en France et partout dans le monde se professionnalise. Je pense que le niveau augmente. Ouais, il y a eu plein de records et tout. Et puis, il y a de plus en plus de monde, je pense, qui font du sport. Du coup, bah ouais. Après, moi, je suis toujours étonné de voir des gens, parce que des fois, je leur dis sur mes épreuves, les Gravelman, je leur dis, bah, tout est possible et tout, mais quand je vois des vélos arriver ou des gens arriver, je dis, oh, putain. Je dis, mais tu fais le 120 km? Ah non, 350. Ok. Et moi, j'ai des gens qui sont actuellement chez Coureur Pro, qui sont chez les élites, mais jamais ils se lanceront sur 350 km, parce que pour eux, c'est indécent. Et moi, j'ai Jean-Michel, vélo Triban 520 qu'il a acheté à Decathlon le week-end dernier, parce qu'il s'est dit, oh putain, bordel, c'est ça que je veux faire. Moi aussi, je veux aller dans la nature et crier dans les champs. Et il achète le vélo, il arrive sur l'épreuve et il s'en sort, il arrive, il a de la boue sur le visage, il arrive, quand il finit, il me regarde, il me dit putain merci, c'était incroyable. Et je dis bon bah c'est ça, hein. C'est ça qu'il faut peut-être. Hein. Ouais, je pense que c'est ça qu'il fallait qu'il vive. C'est pas comme un Ironman où tu vois là t'as un cut-off, une arrivée, un compteur, un machin, là c'est un peu plus la kermesse, la tombola où à la fin tu bois une bière et on rigole et puis voilà. Puis je lui raconte mes histoires, il me raconte la sienne et surtout le gars il arrive au taf, c'est un super héros quoi. Il raconte au gars de la compta, Michel, tu vois, moi j'ai fait 350 km. Et toi, t'as fait quoi ce week-end? Au squash? T'as joué au squash? Et ben voilà, tu vois. 350 bornes, t'es capable de... Et voilà, et il va emmener Michel de la compta la semaine d'après, il va essayer de s'inscrire, il va venir. Mais je trouve ça ouf en fait. Que les gens maintenant se lancent sur des aventures. C'est un peu dur, hein, de faire un gravelman ou de faire... Là, j'ai vu sur l'UTMB, t'as des gens, mais tellement... Il y a beaucoup d'abandons du coup. Tu as 1000 abandons, je crois, sur un UTMB. Sur les courses UTMB, tu as plus de 1000 abandons par course. Parce que les gens sont dans le rêve. Mais il faut quand même bosser pour arriver à ce truc de faire 100 bornes dans les sentiers. Quoi. Bref, réponse plus courte prochaine fois, je vous promets. Je fais une prochaine réponse de 2 minutes. Non, du coup, on arrive à la fin. Ouais, tranquillou. Ouais. Cet entretien passionnant. Ouais, je suis allé un peu dans tous les sens, comme d'habitude, mais c'est pour ça qu'on me donne des circuits sur mon Garmin. Comme ça, je suis le parcours, parce que sinon, je vais dans tous les sens. Après, on a déjà vu que tu es capable de te tromper sur le circuit du parcours. Ah ouais, c'est l'aventure. Mais parce que des fois, c'est mieux. Parce que des fois, je trouve des meilleurs parcours. Donc finalement, voilà, moi aussi, je trouve des meilleurs parcours. Donc, non mais Tu dis que tu rentres à midi et tu rentres à 16h. Ah, je suis vraiment désolé. Écoute, nous, notre podcast s'appelle Héros minuscules. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on demande aux gens la définition d'un héros minuscule. Pour toi, c'est quoi un héros minuscule? Un héros qui fait moins de 1m50. Mais, mais héros minuscule, je sais pas. Je sais pas si je suis un héros minuscule, majuscule. Je pense qu'on est tous petits et très grands dans la vie. Je pense qu'on est tous capables de faire des choses exceptionnelles alors qu'on en doute forcément. Je suis à peu près persuadé qu'on est tous capables d'apprendre une langue, d'apprendre à dessiner, d'apprendre à jouer au sport de raquette, d'apprendre à faire du vélo.
longtemps, vite ou pas, d'apprendre à courir, d'apprendre à marcher, à nager, d'apprendre à manger, d'apprendre à élever des enfants, d'apprendre à construire une boîte, à en scratcher 10 et puis en reconstruire 10 derrière. Tous capables de rebondir en fait. On est tous héros de notre vie. C'est pour ça que je dis aux gens, faites. Je m'en fous en fait de ce que vous faites. J'ai un copain qui m'a écrit ça il y a 2 jours et il me dit, mais Steven, je vais t'écrire ça, j'ai du mal à te le dire les yeux dans les yeux, mais merci. Tu sais, moi j'avais un rêve, c'était de reprendre le rallye et grâce à toi, je sais peut-être pas le vélo, mais j'ai repris le rallye parce que tu as dit que tout était possible et c'est vrai que j'ai réussi. J'ai eu des émotions et des sensations cette année grâce à toi. Et ce truc-là, c'est tout le monde, on est tous capables, quoi. Que ce soit Jean-Michel de la compta ou Didier des DRH, on est tous capables. J'écoute souvent les conversations des gens qui sont en conflit avec leur N+1, N+2, machin, ou N-1, machin, qui sont des cadres dans des entreprises qui se prennent la tête, des fois pour rien. Parce que on va tous mourir, en fait, non? Enfin, je sais pas. Sauf si vous êtes infini, mais je pense qu'on est tous capables de vivre des grandes choses, d'être à fond surtout, et passionnez-vous pour ce que vous faites, passionnez-vous pour les gens, aimez-vous, et puis la vie elle est cool, mais allez pas dans l'Atacama, il fait chaud là-bas. Est-ce que du coup toi, tu aurais quelqu'un, un héros, que tu aimerais entendre à ce micro, à nous recommander? Ah, j'en ai 15 000, mais je sais pas si je sais pas, ça m'est venu comme ça, mais par exemple une Ophélie David qui a été multiple championne du monde, là, qui a commenté les Jeux para, et que je trouve extraordinaire dans ce rôle-là, dans tous les rôles en fait. Parce qu'elle, tu vas faire du ski pendant 2 heures, elle te donne l'impression qu'elle n'a jamais skié de sa vie, et puis en fait elle te déboîte la tête, je pense, comme tous les champions dans leur sport. Et c'est une fille qui est hyper bienveillante et qui aime tellement les gens, tu vois. En fait, j'ai eu des rencontres comme ça, elle, Nathalie Simon, j'ai eu plein de gens comme ça qui m'ont dit « Mais Doudou, tout va bien se passer, il n'y a rien qui est grave. » Et j'ai regardé « Doudou, c'est comme ça que tu me vois, Doudou. » Et voilà, parce que c'est ça la vie en fait. C'est ça la vie, c'est, tu vois, de tout le temps pouvoir changer, vivre des choses et être heureux, quoi. C'est ça qui compte après. On est tous plus ou moins heureux à des moments donnés, et puis ça revient toujours. C'est rigolo parce que je pense à un truc. Le week-end dernier, on est allé à une exposition sur laquelle, à la fin de l'expo, il y avait un grand mur, et puis chaque visiteur était invité à mettre sur un petit bout de papier ses rêves. Et alors j'en ai mis, hein. Et puis après, surtout, j'ai passé un peu de temps à regarder, tu vois, les rêves des gens. Parce que tu peux voir du coup ce qui a été noté. Et c'était ouf parce que le mur fait 4 mètres de haut, il fait 10 mètres de long. Et donc il y a des gars qui font 2 mètres, quoi, 3 mètres. T'as des escabeaux et tout et tout. Mais par contre, tu regardes et en fait, il y a pas marqué avoir une nouvelle télé, tu vois. Il y a marqué passer plus de temps avec les personnes que j'aime, avec plein de choses que tu as partagées aujourd'hui. Tu vois, et je trouve que ça fait vachement écho avec voilà, tout ce qu'on a abordé là. T'as pas de rêves qui sont t'as pas de rêve de l'iPhone 14. Alors on peut comprendre. Parce qu'ils l'ont déjà aussi. Ils l'ont déjà. Ah, ils l'ont déjà. Parce qu'il leur manque plus. Mais quand t'as un 3310, quand même, t'as quand même envie de prendre des photos. sur le snack. Tu te dis, putain, bordel. Pourquoi ils regardent les gens comme ça avec leur téléphone Ah ouais, on peut prendre des photos, genre sans l'appareil photo. Il est dedans. Oh putain, ça c'est mortel. Il y a Internet. Ah ouais, Internet. Genre comme un ordinateur, mais dans la main. Ouais, ça c'est bien quand même. Ouais. C'est sûr. Tes futurs projets, c'est quoi? Bah là j'ai un UTMB, je me suis inscrit à l'UTMB Nice Métropole dans 3 semaines parce que ça me suffisait pas d'avoir fait le Mont Blanc. Mais non, j'ai ça, comme ça je vais faire un peu des points pour l'UTMB l'an prochain. On verra. Et puis après, non, j'ai ce désert à préparer. J'ai 4-5 gravelman là d'ici janvier. Et puis ouais, désert australien où je flippe un peu, où je suis pas trop dedans. Tu sais, j'ai l'expérience de l'Atacama dans la tête. Et puis ouais, j'ai un projet maison aussi à me dire, je veux un vrai chez moi pour la première fois de ma vie. Et c'est assez nouveau dans la vie de Steven Le Yarrick de ne pas être
avec son baluchon sur le dos. Comme vous l'avez vu, j'ai toujours à peu près ma maison avec moi et on croit que je pars en expédition sur le Baïkal. Mais non, j'ai besoin un peu de stabilité émotionnelle, physique et un peu géographique. Et à me dire, voilà, je suis tombé amoureux du Maroc, donc je vais essayer de m'acheter un petit truc au Maroc et de vivre une partie de l'année là-bas. Et surtout, je suis bien là-bas. Je me sens bien et voilà. Si c'est là-bas, c'est là-bas. Si c'est en montagne ici, ça sera ici. Et puis voilà, mais c'est ces projets-là. Après, il y a plein d'autres projets. Je vous envie quand je vois les petits jeux de bébé comme ça. J'ai ce projet-là dans la tête dans les 5 prochaines années. Il va falloir se dépêcher parce qu'après, je vais être mourant après. Mais ouais, non, ça c'est vraiment, ça c'est la plus belle entreprise de la vie, tu vois. Donc ouais, il y a ces trucs-là plus profonds qu'un désert d'Atacama, je pense. Ouais. Il fait moins chaud. Sauf dans la couche, mais... Bah, merci en tout cas, les amis. Merci beaucoup. Pour te suivre. Ouais, pour te suivre, pour les auditeurs. Ah, ça dépend si je suis en vélo ou à pied, parce que je vais vite. Pour te suivre à vélo, ça va aller très vite. Non, mais ouais. Non, mais suivez-moi, c'était gentil de faire une année, faire une petite parallèle sur mes vidéos et tout ça. Mais ouais, j'essaie de partager des trucs entiers. Tu vois, là, je suis en train d'engueuler mon movie maker parce qu'on a produit un film sur la Transbalkane qui doit finir de monter. Donc, je vais pousser un peu pour que ça soit monté vite et l'UTMB. Mais pour ces mêmes trucs, c'est pas de l'égocentrisme. J'ai vécu un truc fort, tu vois, sur la Transbalkane. C'était indécent ce qui s'est passé. Et j'ai envie de montrer aux gens l'envers du décor je croyais que j'avais perdu 100 fois dans la course et puis il s'avère que finalement j'ai gagné. Voilà, comme un peu tout le temps dans ma vie en fait. Je fais pas exprès, hein. Je suis un peu un héros minuscule finalement, tu vois. C'est ça. Je crois tout le temps que je suis pas bon et en fait je suis pas si mal. Merci les amis. Merci beaucoup. Et tu reviens quand tu veux. Avec plaisir, je connais l'adresse maintenant. Après l'Australie, après l'Antarctique. C'est vrai, je suis encore vivant. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Héros minuscules. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, on compte sur vous pour 2-3 actions minuscules. La première, vous abonner et mettre 5 étoiles. La deuxième, vous demandez quelles sont les 2 premières personnes à qui vous auriez envie de partager cet épisode et envoyez-leur un petit message. La troisième, pensez également à liker nos réseaux sociaux pour aller plus loin dans l'univers des héros minuscules. Et à très bientôt. Et on vous embrasse.